Bonjour à tous et bienvenue dans le rendez-vous hebdomadaire. Alors aujourd'hui, pour cette semaine, on a des sujets assez intéressants parce que Gabriel Attal a annoncé qu'il voulait rendre plus attractif le boulot de professeur, mais sans augmenter les salaires. Tiens, très intéressant comme proposition. On va en parler. On a aussi le nouvel iPhone, la keynote d'Apple de cette semaine, avec une annonce probablement celle la plus importante du coup au final de ce nouvel iPhone. Au-delà des features, c'est pas la caméra, c'est pas le nouveau design, non, c'est le connecteur Très USB-C qui arrive enfin à l'iPhone. On va en parler, on va aussi expliquer d'où ça vient. On avait parlé de nourriture la semaine dernière et on est de retour cette fois-ci avec un professeur nutritionniste qui s'insurge sur le marketing de la malbouffe, et moi je suis plutôt d'accord avec ce qu'il avance en fait. Donc je pense que c'est bien de relayer un peu le message. Et pour finir, il y a dans le domaine du jeu vidéo, il s'est passé quelque chose. Mais ça, il faut qu'on en parle. Voilà. Jingle. Ok, alors, cette news sur les profs. Bon, ça va toi? Ouais, ça va. On est Ah, fatigué parce qu'on sort d'un stream assez chaotique, assez ambitieux, mais j'ai vraiment kiffé ce qu'on a fait. J'ai remarqué, juste après l'intro, toi t'es là en mode je veux faire le premier sujet tout de suite. Oui, mais je suis déter. Parce que c'est un truc de fou ce que Gabriel Attal dit, quoi. Mais Avant l'intro, on chill un peu. C'est bien d'annoncer les sujets pour que les gens sachent de quoi l'émission parle. Mais après l'intro, on peut prendre 2 secondes. Moi, comme tu dis, on a fait un gros react. C'était tellement drôle. Moi, je me suis vraiment amusé. Hein. C'était quelque chose. Et moi, j'ai besoin de 2 secondes pour souffler un petit peu. Mais oui, parlons-en du coup. Bah, ok. Tout le monde est au courant que en ce moment, les profs dans les établissements, il y a un problème de pénurie de profs quand même. On en parle tous, on est au courant. On sait c'est quoi le problème, manque d'attractivité dans le métier pour un tas de raisons complexes. Qu'est-ce qu'on a comme déclaration de la part de Gabriel Attal, ministre de l'Éducation nationale, Attal veut rendre le métier plus attractif sans augmenter les salaires. Ça, c'est une proposition vraiment intéressante, très intelligente. Donc, Gabriel Attal a lancé mercredi une concertation avec les organisations syndicales sur l'attractivité du métier d'enseignant, auquel il veut s'atteler, mais sans rouvrir le chantier des rémunérations, aux grandes dames des syndicats. Bah ouais, tu m'étonnes quoi, c'est le problème principal dénoncé depuis des années, mais... On se rappelle quand même qu'il y a eu des speed dating d'embauche pour trouver vraiment n'importe qui pour faire les boulots de professeur. Ça, c'était quelque chose, hein. Tellement il y a une pénurie de main-d'œuvre, soi-disant. Et en fait, il n'y a pas une pénurie de main-d'œuvre. Hein. Et il y aurait des gens qui seraient intéressés pour faire ce métier s'il était payé à juste rémunération. Bah, clairement. Et là, du coup, la stratégie, ce serait de ne pas augmenter le salaire quand... Donc, c'est le fameux offre et la demande. C'est la loi du capitalisme, hein, c'est l'offre et la demande. Quand il y a un produit sur le marché qui n'est plus disponible, eh ben, le prix va augmenter. Donc là, la main-d'œuvre de professeur est de moins en moins disponible. Donc normalement, il faut augmenter le prix de ce produit, quoi, pour pouvoir pousser les gens à en produire. Donc normalement, ce qui va se passer dans un marché, c'est que on va augmenter le salaire des professeurs pour inciter les professeurs à venir travailler. Et en fait, plus sérieusement, c'est juste pour qu'il y ait des gens qui trouvent ça vivable. Parce que là, on est sur des situations... On a des professeurs qui vont être envoyés dans des académies, ils vont être le matin à un établissement, l'après-midi dans un autre, avec les prix des loyers. Tu peux même pas rester là où tu habites actuellement, tu es obligé de déménager. Si derrière tu peux même pas te louer ton appartement avec le salaire qu'on te donne, c'est pas une question de est-ce que c'est attractif ou pas, c'est est-ce qu'il peut en vivre le prof déjà. Non, mais moi je suis désolé, mais la rémunération actuelle des profs, déjà, elle est bien inférieure à un tas de pays dans l'Union européenne. Hein. Faut le rappeler, toujours ça, en France, c'est très très bas comparé à d'autres pays développés, riches et tout comme nous. Et je suis désolé, mais par rapport à la difficulté du boulot que c'est aujourd'hui, les tailles des classes, toutes les responsabilités qui sont mises sur ton dos,
un certain abandon quand même de la part des hiérarchies dans plein d'établissements, dans plein de cas. C'est une pression pas possible. Les profs font un travail assez dingue avec une pression... tous les jours, ils doivent s'occuper souvent de situations tendues avec les élèves. Enfin bon, bref, c'est pas du tout un métier simple, quoi. Et tout ça, si en plus t'es mal rémunéré, enfin, je suis désolé, c'est scandaleux. Mais cette réponse, elle est intéressante, la réponse de Gabriel Attal, là, parce que c'est pas que les professeurs. Je vois ça de plus en plus se répandre. Le truc de il faut être attractif, mais on n'a pas besoin d'augmenter les salaires pour être attractif. Il y a une vérité qui se cache là-dedans, c'est que oui, un travail peut être plus intéressant et te donner plus envie sans forcément être payé plus cher. Si tu es payé au même tarif par 2 postes... Ouais, si on améliore tes conditions, et qu'il y a un des deux où c'est plus proche de chez toi et les gens sont plus sympas, bah tu vas prendre celui-là. Mais là, il faut faire attention parce que là, la question c'est les professeurs, le salaire qu'ils touchent, il est tellement bas que on parle de... Le truc n'est même pas vivable. Donc... Là, moi, j'ai peur qu'il y a un minimum qui devrait être payé. Et après, on peut parler des conditions de travail et tout. Mais je pense pas que les deux questions sont pas... c'est pas un vase communicant. C'est pas genre le taf va être hyper sympa, du coup on n'a pas besoin de vous payer. Ça marche pas comme ça. Il faut qu'il y ait un paiement qui soit à la juste mesure. Parce qu'au bout d'un moment, il y a des besoins, enfin, il y a des dépenses qui doivent être faites, quoi. Il y a un niveau de vie qui doit être... Il y a une valeur au travail fourni qui doit être récompensée, tu vois. Bien sûr. T'as travaillé, t'as ton salaire, tu vois. Et d'un autre côté, il faut que le job soit pas désagréable à faire. C'est pas, vu qu'on va réussir à rendre le job agréable à faire, bah on va payer moins les gens. Ça marche pas comme ça. Ouais, ça n'a pas de sens. Tu devrais être intéressé à rendre le job agréable, non pas parce que du coup ça te permettra de moins payer les professeurs, parce que c'est ça qu'on est en train de dire. Parce qu'avec l'inflation, parce qu'ils réajustent l'indice au fur et à mesure, mais les prix ils augmentent beaucoup plus que ça, que les augmentations de salaire, etc. Ça suit pas. Ouais. Donc en gros, vu ils sont en train de dire on renégocie pas les salaires, ils sont en train de dire on va payer moins les professeurs au final. Au final, c'est exactement ça. Et donc, on les paye on va améliorer leurs conditions. Et je suis même pas sûr qu'ils vont améliorer leurs conditions en plus. Ça, c'est super que tu le rappelles parce que vraiment, je pense que les gens, il y a à peu près tout le monde en France qui écoute, enfin, qui vit pas sous un rocher, qui écoute un peu les médias et tout, qui sait très bien la situation de l'inflation et tout. De toute façon, même tu vas au supermarché depuis plus d'un an, voilà, tu le remarques très bien. Mais les gens ont pas souvent cette vision de dire qu'en fait, c'est équivalent à une baisse de leur salaire. En tout cas une baisse de pouvoir d'achat. Je pense que les gens comprennent que c'est une baisse de pouvoir d'achat, mais techniquement, le salaire, ce que vous êtes payé en euros, vous sert à faire des dépenses concrètes. Donc ça correspond à une valeur marchande en termes de marchandises, de services et tout. Donc si tous ces prix-là augmentent, techniquement, vous êtes payé moins en quantité de marchandises dans la conversion. Donc c'est vraiment ça, il faut avoir en tête que l'inflation, ça rogne sur vos salaires réels en fait. Ça, c'est le concept de salaire réel. Mais normalement, il devrait pas faire ça. Il devrait pas améliorer les conditions de travail pour pouvoir moins payer derrière. Il devrait améliorer les conditions de travail parce que du coup, les profs sont plus efficaces et fournissent un travail de meilleure qualité pour les élèves. Il y a une mission de service public. Normalement, les conditions de travail sont déjà idéales. Ouais. Il devrait plutôt remettre en question le fait que comment ça se fait que on n'a pas déjà des conditions idéales pour que les professeurs puissent apprendre de la meilleure manière possible aux élèves. Donc... Ouais, et du coup, Attal, il a listé un certain nombre de questions. Il a dit il y a 3 thèmes: formation initiale des enseignants, conditions de travail et évolution de carrière. Mais en fait, c'était en présence des syndicats et Sophie Vénétité du syndicat SNES-FSU dit c'était assez flou. Notamment sur les rémunérations, il n'a pas la volonté d'ouvrir le dossier. Ok, ça on comprend, ce qui est très problématique. En gros, c'était pas clair. Il n'a pas dit des trucs clairs, genre vous aurez ça, ça, ça. Et SE-UNSA dit pour l'instant, il n'y a pas de feuille de route particulière. Sur la revalorisation des carrières, le ministre n'est pas rentré dans le détail. Il n'a pas remis en question non plus le pacte enseignant, très critiqué par les syndicats. On lui a bien dit qu'on partageait le constat du chantier prioritaire d'attractivité, mais on lui a dit que ça ne pourrait pas se faire sans courage politique. À un moment, il y a des choix à faire et des investissements à revoir. Donc voilà, il n'y a pas de précision, quoi. C'est un sorte de... Encore une fois, c'est pour faire des gros titres, pour faire un effet d'annonce. On a un peu l'impression que c'est une annonce que les salaires ne seraient pas augmentés, et puis on verra, quoi. Et on essaye de l'enrober et tout. Voilà. Puis on rappelle, ça vient après toute la séquence
diversion / racisme de l'abaya. Mais Un petit peu marrant quand même. Mais ouais, du coup, ce truc-là, moi, à chaque fois, ça me fait réfléchir. Je me dis, mais c'est si cher que ça de juste payer les gens. Parce que derrière, il faut comprendre que c'est dans le public. On n'est pas en train de payer des gens dans le vide. C'est un État. On parle de l'État français. L'État français, s'il raisonne un peu plus loin qu'à l'échelle d'un mandat, Ouais. en payant bien les professeurs pour pouvoir avoir des professeurs qui sont investis dans leur travail et qui font du bon travail pour les élèves, le rendement sur l'argent investi dans l'éducation, il est énorme. Ah ouais, il est complètement énorme. Oui, oui. Chaque euro investi dans l'éducation, tu le multiplies, quoi. Et ça, sur le long terme, on s'en rend pas compte. C'est-à-dire qu'on a l'impression... Là, Gabriel Attal, en disant ça, il est en train de dire on veut pas penser long terme. Et malheureusement, il faut penser long terme sur l'éducation. C'est important de comprendre que l'argent qu'on va dépenser là maintenant, c'est de l'argent qu'on va retrouver derrière parce que les gens sont capables de rentrer dans le marché du travail parce qu'ils auront été bien avec des bons enseignants qui pouvaient bouffer, quoi, et qui n'étaient pas là à se dire bon, bah c'est bien parce que Gabriel Attal m'a dit que mes conditions seraient améliorées, mais bon, Ouais. j'ai pas à manger, quoi. D'ailleurs, est-ce que tu as vu cette semaine sur les salaires et tout, est-ce que tu as vu ce gars, cet entrepreneur, Tim Gurner, il a sorti un truc à un sommet pour la propriété du Financial Review. Il a dit explicitement que les gouvernements travaillent en ce moment et devraient continuer à travailler à augmenter le nombre de chômeurs pour faire pression à la baisse sur les salaires pour que... C'était tellement explicite, les gens. Oui, j'ai vu ça. En fait, il a dit explicitement que certains employés avaient l'impression, mais en fait c'est pas une impression, c'est la vérité, mais ils avaient l'impression que leurs employeurs devaient les mériter et en gros ils pétaient plus haut que leur cul, quoi. En gros c'était ça qu'il disait. Et il a dit heureusement qu'on est en train de foutre des gens au chômage, comme ça les gens ils commencent à avoir un peu peur de perdre leur poste. En gros, c'est ça. Ouais. Et il a dit la peur doit retourner dans le camp des travailleurs, en gros. Hein. Allez voir ce clip parce que c'est incroyablement révélateur. Je pense que c'est assez rare qu'il y ait des gens, parce que c'est un gars, c'est presque un milliardaire. Il a 600 millions de capital, c'est un chef d'entreprise, propriétaire, etc. Et il est littéralement en train de dire il faut que les travailleurs soient écrasés par le système économique et les gouvernements doivent continuer à le faire. Enfin, c'est ouf. Moi, je l'ai souvent dit, ça, que systémiquement, on avait l'impression qu'ils essaient d'augmenter au maximum le chômage pour que les gens aient peur de ne pas être à la rue parce que du coup, il y aurait tellement de compétiteurs sur le marché du travail que retrouver un travail serait très difficile. Du coup, tous les salariés se tiendraient à carreau. Mais je le disais parce qu'on faisait une analyse de la situation. On se disait, c'est la seule raison pour laquelle il ferait par exemple la retraite à 64 ans. Ouais. Pourquoi on ferait la retraite à 64 ans? Puisque ça rajoute des gens sur le marché du travail où il y a déjà pas assez de place sur le marché du travail. Du coup, ça crée des chômeurs, cette réforme. Donc c'est de la folie de dire que tu vas faire des réformes pour diminuer le chômage. Et en fait, ça augmente le chômage. Et en fait, là, heureusement, il y a quelqu'un, des fois, ils disent clairement tout haut ce que nous, on suppose. Et là, ils ont dit clairement tout haut que oui, artificiellement, on contrôle le nombre de chômeurs grâce à des réformes, grâce à des choses comme ça, pour faire peur aux employés. Et ça, c'est marrant. Hein. C'est quand même marrant comme information. Mais du coup, ça montre aussi que, ce que tu disais tout à l'heure, pourquoi est-ce que ça n'a aucun sens de maintenir les salaires des professeurs, par exemple, tellement bas et tout. Sûr. Voilà, enfin, peut-être que c'est ce genre d'état d'esprit. On ne sait pas si c'est... voulu, conscientisé, réfléchi par les dirigeants ou si c'est un peu un truc sous-jacent qui est un peu qui arrive comme ça, mais voilà, c'est cette même logique de comprimer les salaires, de les maintenir bas, enfin bon, voilà pour cette info là. Le contrat de travail il est très particulier dans le droit parce qu'il y a des contrats qui sont, mais le contrat de travail c'est un contrat de subordination où tu dis clairement je suis à votre service, quoi. Et moi, je pense que on devrait être beaucoup plus exigeant sur le fait qu'à l'échelle de la société, il ne doit pas y avoir un climat qui rend ce contrat de travail proche de l'esclavagisme. C'est-à-dire que le climat dans lequel on vit,
fait que ce contrat de subordination que tu signes, qui est utile, il permet à quelqu'un qui n'a pas les compétences que toi t'as de te les demander, et toi tu réalises ce travail pour la personne et tu es payé pour ce travail. Ouais. Donc ça peut être hyper utile en tant que société pour bâtir des choses. Mais si on vit dans une société dans laquelle le contrat devient, du fait qu'on est dans cette société, de plus en plus proche de l'esclavagisme, puisque on n'assure pas les besoins vitaux, bah derrière, oui, comment tu veux que les gens ils puissent choisir. Souvent on dit, bah tu t'es pas obligé de le prendre le job. Bah je suis désolé, quand le chiffre du chômage il continue d'augmenter, qu'il y a des réformes qui passent en boucle sur le chômage. La réforme RSA. Sur le RSA, la réforme sur le chômage. RSA, on n'en parle plus de ça, mais c'est une réalité. Sur la retraite, qui fait que t'as de moins en moins de protection et que si tu perds ton travail, t'es à la rue, à terme, en quelques mois, avec les réformes chômage là, bah du coup oui, les professeurs là, ils peuvent se permettre d'avoir le salaire si bas, puisque le marché du travail est complètement faussé. Qu'est-ce que tu penses des gens qui disent et du coup, ça va les obliger à aller faire ce job. Et en fait, si jamais du coup... C'est la coercition. Voilà. Si jamais le salaire n'est pas suffisant et n'attire pas les gens, et ils arrivent à les faire venir sur le travail, on est en train d'avoir une situation de coercition, quoi. Il y a pas, c'est un problème vis-à-vis. Et souvent, les gens qui vont être plutôt OK avec ce système économique où on laisse les entreprises un peu faire ce qu'elles veulent et en situation de force sur le marché du travail et le statu quo là-dessus et tout, vont souvent dire oui, mais c'est la liberté individuelle, etc. T'es libre de pas le prendre et tout. Mais moi, je pense que c'est vraiment bien de rappeler qu'il y a un gros élément de coercition dans ces contrats de travail, dans tous les contrats de travail qu'à peu près tout le monde a, parce que c'est vraiment c'est l'alternative et une vie très inconfortable, quoi. Ouais. Voire impossible. Bref. Moi j'ai vu des gens qui travaillaient dans l'administratif, qui travaillaient dans le public, et qui réfléchissaient, tu sais, c'est des réflexions, il faut trouver des solutions, il faut améliorer les process. D'accord. Voilà. Je te mets un peu le climat. Oui, je te mets le climat. Ils ont scrum le processus. Et ils réfléchissaient à, justement, on a besoin d'ingénieurs et de techniciens et d'informaticiens dans le public. Absolument. Mais ils sont trop chers. Donc comment on fait? Et c'était il y a 3 ans, 4 ans. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Comment on fait pour rendre plus attractif ce travail? Ah oui, c'était genre des gens qui se posaient des questions, qui essayaient de faire des pages de rapports et d'idées, de brainstorming et de keynote et de PowerPoint, mais sans jamais parler d'augmenter. Je connais tellement ça, mais on est tellement là-dedans. Genre, ils tournent autour du pot pendant tout le long. C'est tellement ça. Et c'est juste évident, la réponse. Ces gens, ils viennent pas dans le public. Ils ne viennent pas. Pourquoi ils viennent pas? C'est parce qu'ils comprennent très bien l'offre et la demande et le marché et tout quand ça va dans le sens de la politique qu'eux veulent mener, tous ces libéraux, ces gens au gouvernement et tout. Mais quand c'est dans l'autre sens, tu oublies complètement le mécanisme principal de dire, bon, bah, on va augmenter le salaire. Lol. Je leur ai parlé. Ok. Je leur ai parlé et je leur ai dit, il faut faire ça. Ils me regardaient comme ça, ils écoutaient. Et après, ils m'ont dit, mais tout ce que t'as dit là, c'est des variables fixes. Des choses qu'on ne veut pas changer, justement. Nous, on cherche les autres choses autour de ça qu'on veut changer pour augmenter l'attractivité. Bon, apparemment, il n'y a pas que Bruno Attal, du coup, qui... Gabriel Attal. Pardon, Gabriel Attal. Ouais, j'avais dit le salaire, j'avais dit la liberté de faire un peu ce que tu veux, parce que, tu sais, c'est très directif dans le public, c'est genre, voici ta mission, Bref, voilà. Ouais. Donc ça, c'était... Moi, je pense qu'il fallait en parler, parce qu'on n'est pas sur la première annonce. On aurait pu aussi vous en parler de l'annonce comme quoi... en réponse à l'inflation, on allait faire des cours de cuisine, soi-disant. Oh là là, ça c'était marrant ça. Mais il y a plein de petites annonces qui traînent et puis ça peut être marrant de s'arrêter 2 secondes sur des annonces comme ça. Une annonce, donc là on passe à une autre news. Il y a une autre annonce pour moi, je pense qu'elle est très importante parce que je me rappelle, il y a déjà 10 ans de ça, on en parlait déjà. On parlait du fait que l'iPhone n'avait pas un câble standardisé. Et oui les gens, et cette semaine, il y a eu l'annonce de l'iPhone 15 du coup. Est-ce que tu vas acheter un iPhone 15 ? Non. Toi ? Non.
Le 15 Pro, il te tente Gardez pas? votre téléphone, s'il marche, c'est bon, il n'y a pas besoin de... Mais il est en titane, il est tout beau et tout. Non. Ok, je l'ai pas convaincu les gens. Non, alors, moi je garde mon téléphone jusqu'à ce qu'il marche plus. non mais t'as raison. Ce nouvel iPhone a enfin un connecteur USB-C et ce qui est très important... Ouais, Attends. qu'est-ce que tu veux dire? J'ai un proche qui disait ça aussi. Qui disait je garde mon téléphone jusqu'à ce qu'il marche plus. D'accord. Un jour, il arrive et il me dit mon téléphone ne marche plus du tout. Donc je me suis acheté ce téléphone-là. Je dis attends, comment ça, ton téléphone ne marche plus du tout? Il s'est passé quoi? Ah non, il recharge plus. Quoi? Et je dis pardon? Il recharge plus? Bah, je lui ai dit bah écoute, passe-le moi parce que peut-être je pourrais en faire quelque chose. Je sais pas. C'est bizarre qu'il recharge plus du jour au lendemain comme ça. D'accord. Parce que ça me semblait suspect parce que la personne me montrait toutes les nouvelles features de son nouveau portable. Il me disait regarde, il y a l'écran qui prend jusqu'au bord. Tu sais, c'était quand... Je pense que la personne a dit mais mon écran va pas jusqu'au bord, du coup il me faut celui qui est ça te jusqu'au donnait bord. pas l'impression que c'était un changement. Non. Ok, bref. Et en fait, il y avait juste, tu sais, les petites bourres que t'as dans les poches là, qui s'étaient mises dans le chargeur. J'ai juste enlevé avec un bout de papier. Il y avait juste le chargeur était bloqué avec un truc dedans. J'ai eu un nouveau téléphone. Mais du coup, ouais, c'est marrant de Bon, il cherchait une excuse. De trouver une excuse pour pouvoir changer de portable. Non, mais du coup, là, les gens, enfin, alors bon, on le savait, enfin, il y avait beaucoup de personnes qui le suspectaient, il y avait eu des leaks et tout sur l'iPhone 15, mais là, bon, c'est confirmé, le produit est annoncé, donc c'est sûr, il y a USB-C, et du coup... Attends, faut expliquer un peu le contexte, parce que les gens connaissent pas forcément les connecteurs, etc. Vas-y. En fait, l'iPhone qui est sorti le tout premier en 2007, il avait un connecteur à 16 pins. C'était un truc assez... C'était pas 30 pins? 32 peut-être, je sais pas. 30 quoi. Bref, c'est un truc énorme. C'est pas un Apple fanboy comme moi. Et en fait, à l'époque, l'Europe avait déjà demandé, écoutez, tout le monde utilise des connecteurs micro. Je dis de mémoire, hein, parce que c'est des trucs qui datent un peu, donc peut-être il y a des trucs qui sont plus des rumeurs que des réalités, ok? Vas-y. Mais ils leur ont dit en gros c'est micro, donc vous allez devoir vous standardiser parce que ça serait pas une bonne idée que les utilisateurs aient à racheter des accessoires pour si jamais ils changent de portable. D'un point de vue de la consommation, ça va pas du tout. Ils devraient jeter leurs accessoires, ça va pas. Et là, iPhone était passé au câble Lightning en disant oui, mais nous on a le droit d'utiliser le câble Lightning. Donc c'était un nouveau câble qu'ils avaient sorti qui avait la fonctionnalité d'être réversible. Et je crois qu'à l'époque, donc là c'est supposition, hein, mais si je me souviens bien, à l'époque, je crois que l'excuse c'était vu que notre câble à nous est réversible et que ce n'est pas une fonctionnalité existante sur le câble standardisé. Ah, il y a un vrai argument pour dire le Lightning est mieux. Nous ne pouvons pas utiliser votre câble. Et donc on veut un avantage, c'est un vrai avantage. C'est un vrai avantage aux consommateurs. Ouais. Donc vous n'allez pas nous enlever cet avantage. Sauf que, entre-temps, est sorti l'USB-C. C'est marrant, hein. Qui est réversible. Et ça fait maintenant des années qu'on se dit mais pourquoi Apple continue à garder le câble Lightning alors qu'il y a l'USB-C qui est disponible, que tous les utilisateurs, même les utilisateurs de Apple ont déjà sur leur ordinateur et sur même les iPads. Parce que Apple a quand même sur l'USB-C, Apple a été parmi quand même les boîtes à le mettre en place, genre dès 2015 sur les Mac, les MacBook Pro. Mais justement, ça c'était cool quoi. Mais sur l'iPhone, oui. Même l'iPad, c'est ça qui était fou, c'est vous l'avez mis sur l'iPad maintenant le USB-C. Ah ouais, attends, ça fait combien d'années qu'il est sur l'iPad? Un bon moment. Je me souviens même plus. Et du coup on se dit mais pourquoi Lightning? Et en fait, il faut savoir que Apple avait un programme de certification pour les câbles Lightning. D'accord. Et il touchait quelque chose à chaque fois qu'un câble certifié était vendu. Donc certaines personnes, quand tu mettais ton câble Lightning, il y avait marqué votre câble n'est pas certifié parce que la personne n'avait pas payé l'argent pour faire certifier son câble. Donc on peut se demander si ils gardaient ce câble jusqu'à maintenant pour pouvoir continuer à toucher cet argent sur chaque certification. Ouais, logique. Et là, moi, ce dont j'ai envie de parler, c'est pas d'un point de vue technologique, on s'en fiche un petit peu au final de ce que ça va changer. Oui. Déjà, ça va changer un truc cool, c'est que vous pourrez utiliser les mêmes câbles pour tous les appareils. Ça, c'est cool. Quand même. Ça va me soulager beaucoup. Hein. Genre, moi, j'en ai tellement marre. J'ai tellement de devices USB-C. Faut que j'ai l'adaptateur avec 3 trucs, genre un Lightning, un USB-C, un micro USB là. Ça va juste nous simplifier la vie. Non, ça, c'est super. Et par contre, moi, ce dont j'ai envie de parler, ce n'est pas une décision d'Apple à l'origine. Et ouais, les gens, parce que ce qui se passe là, ça vient directement d'une loi européenne. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était en 2022, l'Union européenne
a passé du coup une réglementation qui est appliquée qui est appliquée à 100% en 2024. Et en gros, ils ont dit nouveau portable qui doit sortir doit utiliser le câble standard USB-C. D'ici 2024. Et du coup, c'est une immense victoire qui est obtenue techniquement par de la régulation par un acteur étatique ou pseudo-étatique, c'est l'Union européenne, c'est on va dire un supra-État, mais c'est quand même contrôlé par les gens, avec beaucoup de nuances à ça, mais voilà. Mais du coup, en fait, ça marche. En fait, les régulations, ça fonctionne. On peut contraindre des multinationales comme Apple. Mais de prime abord, on peut se dire, oui, mais c'est un petit changement, c'est juste un câble. On peut se dire ça. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que Apple, je crois, c'est l'entreprise la plus, avec la valorisation boursière la plus haute au monde. Je crois que c'est 3 trilliards de dollars. Probablement, ouais. En termes de market cap, oui. Ouais. Et c'est une entreprise qui a énormément de ressources, énormément d'impact, d'influence, on va dire. Et pourtant... ils sont à 3 trilliards. Ils sont à 3 trilliards. Et je me souviens, il n'y a pas si longtemps, ils ont passé les 1 trilliard, c'était en 2018. Attends, quoi ? Ils sont 3 fois plus. Bon, après, c'est de la valeur spéculative. Hein, mais tout ça pour dire que, en fait, on peut... Parce que beaucoup de gens nous disaient ça. Beaucoup de gens nous disaient, mais oui, mais vous allez faire des lois, mais ils vont s'en foutre complètement. Non. En fait, les lois, elles passent. Si la loi, elle comporte une sanction, c'est un calcul genre mathématique que l'entreprise va faire. Derrière, si jamais ils suivent pas la loi, ben, ils vont juste avoir les sanctions. Et s'ils payent pas les sanctions, on va interdire la commercialisation de leurs produits sur les territoires. Et c'est des marchés beaucoup trop importants. Et ce qu'il faut comprendre aussi, c'est avec le fonctionnement de l'industrie et de la globalisation telle qu'elle existe actuellement, oui. Le câble USB-C n'est pas que en Europe. L'appareil a maintenant un câble USB-C dans le monde entier. Parce que c'est beaucoup plus rentable d'avoir une seule chaîne de fabrication. Donc... avec une loi par un bloc, alors qu'il y a 3 gros blocs actuellement, il y a les États-Unis, l'Europe et les pays émergents, en gros. Un seul des blocs sort une loi pour contraindre une des plus grosses entreprises mondiales et elle plie. Et on pourrait avoir, si on le veut bien, si on se déplace pour mettre des bulletins, pour en parler entre nous, etc., on pourrait avoir des gouvernements et des pouvoirs qui demandent ça, mais pour des lois écologiques beaucoup plus puissantes qu'un simple câble. Vraiment. Évidemment. Des conditions écologiques de fabrication des produits. Et ça pourrait, et là, ça va complètement à l'encontre de l'argument « Oui, mais la France représente que 1%. » Non, en fait, on pourrait changer l'impact de l'entreprise la plus puissante du monde, l'impact écologique de l'entreprise la plus puissante du monde. Non, c'est vraiment bien de rappeler ça. Beaucoup de gens, quand ils apprennent un peu le fonctionnement de l'économie moderne, internationale, dominée vraiment par ces entreprises, c'est complètement délirant maintenant la taille des multinationales, en nombre de travailleurs, en part du marché. Souvent, les entreprises sont de plus en plus des oligopoles ou des monopoles sur les marchés, etc. Et il y a un tas de personnes qui, depuis des années, sont défaitistes par rapport aux puissances des États. Moi, j'entends constamment des gens me dire « Mais tu penses vraiment qu'on peut lutter contre ces géants, machin, les États n'ont plus le poids, maintenant toute la politique est décidée par les gens tout au sommet, des plus grands groupes financiers, des plus grosses entreprises internationales, multinationales, etc. » En fait, les gens, non, c'est techniquement faux. Les États ont en dernier mot le pouvoir parce que ce qui régule les choses en dernière instance, c'est les lois. Et les lois fonctionnent, et les lois s'appliquent. Et voilà, c'est juste un exemple de ça. Et franchement, ça fait du bien. C'est pas souvent qu'on a des trucs positifs qui nous viennent de l'Union européenne. Beaucoup. Alors, non, il y a eu des trucs quand même. Il y a eu le... Oui, mais c'est pas souvent. RGPD, des choses comme ça. Mais ouais, beaucoup de gens avaient dit ça n'aura pas lieu. Apple va pas se plier. Apple, ils font ce qu'ils veulent. Oui, non. Genre, Apple, ils vont arrêter de vendre des iPhones dans toute l'Union européenne, un marché de 800 millions de clients potentiels. Ils vont le tenter, Ouais. Et bah du coup, ça fait du bien quand même cette petite info. Alors, j'aimerais un peu expliquer le contexte de l'émission. À la fin de cette émission, il va y avoir un petit segment questions-réponses. Et oui. Et vous pouvez
vous pouvez faire des dons sur le site lerendez-nous.fr. Vous avez le lien aussi. Et en faisant un don, vous pouvez poser une question pour ce segment questions-réponses. Et nous y répondrons. Balancez-nous tout ce qui vous passe par la tête. Nous essaierons d'y répondre. On répondra, on fera des réponses très approfondies. Si les questions sont de qualité, n'hésitez pas les gens. D'ailleurs, vu qu'on parle un peu de l'émission elle-même, je vais imprimer des tracts pour l'émission. Ah oui, les tracts le rendez-nous. Ouais, et on va essayer de distribuer ça la semaine prochaine. Il y a une manif la semaine prochaine et C'est un bon plan. C'est un très bon plan, c'est un très très bon plan. On tente des nouvelles stratégies de marketing. Peut-être que vous avez reçu un tract oui. et que vous êtes en train d'écouter cette émission. Et oui. Avec une semaine de retard parce que vous avez reçu le tract. Ah, ça serait trop beau. J'espère. Dites-le nous si c'est le cas. Ouais. Ouais, les gens, merci beaucoup de suivre l'émission sur toutes les plateformes et tout. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires. Je vois des gens, il y a des gens qui mettent sur Spotify par exemple, ceci est mon épisode préféré. Oui, c'est super sympa. Ça fait trop plaisir les gens. Continuez, partagez, tout ça. Bon, bah, en tout cas, on va pas se l'acheter cet iPhone là. C'est beaucoup trop cher. De base, j'ai pas l'argent en fait. C'est ça le problème. Passons maintenant à la news sur le marketing de la malbouffe. Ah oui, alors ça c'est très intéressant. C'est une agression envers nos jeunes publics. S'insurge un nutritionniste qui appelle à une régulation claire et nette. Les gens, on régule le tabac, on régule l'alcool. Quand est-ce qu'on commence à réguler les produits ultra transformés avec une quantité de sucre, de gras, d'autres choses vraiment pas healthy, pas possible? Et bah là, on a le chef de l'unité nutrition préventive de l'hôpital Bichat à Paris, Boris Ansel, qui lance l'alerte, quoi, qui dit que c'est pas possible, il faut qu'on change ça, il faut qu'on régule, parce que les gens vont pas bien en fait. Là, c'est un article dans France Info. Et je trouve que c'est bien que ce soit relayé cette news parce qu'on n'en parle pas souvent quand même du fait qu'il y a un danger médical très grave sur les sucres ajoutés par exemple, Ouais. sur les produits transformés. Du coup, en fait, ça fait suite à un rapport cette semaine de Foodwatch, qui est une ONG, qui a fait une étude sur les produits transformés et la façon dont les marques de nourriture ciblent les jeunes enfants, en particulier dans leur marketing. Et en fait, leur conclusion, c'est 9 produits sur 10 ne devraient pas faire l'objet de marketing ciblant les plus petits, qui a passé au crible près de 300 boissons et aliments pour enfants dans son enquête publiée mercredi. Ils ont passé au crible 228 boissons et aliments. Et il y en a 90% littéralement qui ne sont pas adaptés pour une alimentation pour les enfants. Or, le marketing est fait spécifiquement pour les cibler. Donc on a des entreprises citées, Coca-Cola, Ferrero, Kellogg's, Nestlé. Je pense qu'on sait tous, on a tous en tête le type de produit dont ils parlent. Hein. Moi j'aime bien la critique qu'il fait du fait qu'on met des petites phrases pour se dédouaner. On met genre... pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. Oui, alors qu'on vient de te propagander un Snickers. Ok, je trouve ça trop marrant. Ouais. Parce qu'on est sur un shot en close-up d'une tartine de Nutella avec le Nutella qui est en train de couler. couler sur le pain. L'huile de palme en gros plan des dégoulinante. chocolat qui tombe, des noisettes et tout. Et là, tout en bas, il y a une petite barre genre quand même, mangez pas trop gras, trop sucré, trop salé. Faut pas déconner non plus quand même. Et tout le reste de l'écran, 98% de l'écran, c'est... Cette nourriture va être incroyable, viens l'acheter, tu vas être bien. Mais vous inquiétez pas, il y a la petite phrase en bas, non, c'est marrant quoi. Mais moi, ce que j'avais vu, c'était pour le popcorn. Ouais. C'était éviter de manger entre les repas pour une pub pour du popcorn. tu manges pendant le repas. Qui mange du popcorn pendant le repas? Non mais c'est un repas mec. Éviter de manger entre les repas. Quand tu manges au ciné, tout le truc de popcorn. Extra large, c'est un repas, donc c'est pas en dehors des repas, ça va. Franchement, est-ce qu'il fallait pas choisir une autre des petites phrases? Parce que éviter de manger entre les repas pour du popcorn, ok, bah j'achète pas. Mais tu vois, c'est pour ça que sur les régulations, on peut pas juste se contenter de réglementations écrites sur le papier dans une loi avec un petit décret, genre oui, il faut qu'il figure le fait qu'il faut pas manger entre les repas et tout. Non, moi je pense qu'il faut pour le marketing, pour les publicités, il faut que ce soit interdit, que ce soit l'organe
donc l'organisation, l'entreprise qui veut vendre quelque chose, qui soit responsable de la création du spot publicitaire. Intéressant ça. Parce que là, le problème, c'est que qui fait le spot publicitaire? C'est la personne qui veut vendre le produit. Donc on est sur un cas de figure où, bien sûr qu'ils vont te le mettre en avant, genre c'est healthy, tout va bien, tu vas pas grossir. Moi je vois les pubs de Nutella, genre contribue à un petit déjeuner de qualité pour vous, tout va bien. Non. Le problème, c'est que il faut que ce genre de spot, il faut qu'on change complètement la manière dont on voit le concept de publicité. Et que oui, je suis d'accord que c'est normal qu'un fabricant veut mettre en avant son produit et que les gens sachent que son produit existe. Ok, mais du coup, comment ça marcherait pour toi le marketing? Il n'y aurait plus du tout de marketing? Comment tu... Alors moi, mon idée pour que ça se soit fait, elle est un peu alambiquée, donc il me faut 2 secondes pour l'expliquer. Ok, bah vas-y, franchement, go. En fait, il y aurait des entreprises qui font déjà un travail de qualité pour faire de la review. Il y a Que Choisir, des choses comme ça qui te disent ouais, mais nous on a vu qu'il y avait tel problème. 60 millions de consommateurs. Ouais. Ces entreprises-là, elles ont, pour le financement, c'est assez compliqué parce que du coup, elles sont obligées de faire comment? Enfin, elles font de la pub elles-mêmes. Comment elles font pour gagner de l'argent? En fait, moi, je serais pour que quand un fabricant veut faire de la publicité pour un produit, il envoie le produit dont il veut faire la publicité à 3 ou 4. En fait, c'est pas lui qui choisit, c'est aléatoirement déterminé. Il y a 3 ou 4 entreprises de ce type-là qui font des reviews, du journalisme sur la review de produits, qui vont recevoir le produit. Ça sera aléatoirement déterminé. C'est pas le fabricant qui choisit qui va recevoir le produit. Du coup, il y a 2-3 spots qui sont créés, qui ne seront pas des spots avec une qualité visuelle, avec pour but de cibler des gens, qui seront des spots qui auront pour but de renseigner l'acheteur, le client. Ça aura pour but de donner des informations sur le produit. Donc, il va falloir que le spot, il faut qu'il soit joli quand même, parce qu'il faut qu'il soit agréable à regarder et tout. Ouais. Mais comment on va déterminer lequel de ces spots sera choisi pour être diffusé? Eh bien, ce sera diffusé devant un panel. Un peu comme on a des jurys actuellement, il y aura un panel qui sera appelé. Ils vont regarder les spots et ils vont dire lequel de ces spots a été le plus informatif pour vous et vous a donné le plus de certitude sur si oui ou non vous devez acheter le produit. Ok. Et du coup, ça serait une sorte de mini review, genre comme, je sais pas, des youtubeurs qui font des reviews comme ça de produits et tout, mais condensés par exemple dans un format 30 secondes. 30 secondes. Enfin, les formats qu'on a actuellement pour la pub, je sais plus c'est quoi, c'est genre. Ouais, genre. Il y a un 30 secondes, il y en a peut-être 10 secondes, les points etc. positifs que j'ai trouvés, les points négatifs que j'ai trouvés. Moi, je le recommande pas, par exemple, tu vois. Ouais, ok. Cet iPhone, par rapport à la dernière fois où il y a un USB-C. Mais si vous avez celui de l'an dernier, vous pouvez le garder, ça posera pas trop de problèmes. Ouais, genre la caméra une fois est que 5% mieux. Il y a ce shot qui a été fait. Ouais. Et une fois que ce shot il est fait, ça passe devant le panel. Le panel il dit bah oui, c'est ce shot là où du coup je sais que j'ai pas besoin de m'en acheter un de vous. Mais est-ce que le panel connaît le produit? Le panel apprend à connaître le produit via les 3 spots qui sont faits. Parce que du coup, imagine que les spots. Donc les spots, c'est fait par des sortes de reviewers professionnels. Qui ne se connaissent pas les uns entre les autres. D'accord. Ils sont tous indépendants, ils font ces spots. Ouais. Mais ils sont techniquement un peu biaisés et tout. Enfin, imagine qu'il y a une équipe qui, eux, ils préfèrent. Ouais, mais comment est-ce que le panel va savoir que cette équipe-là n'a pas trop aimé, mais parce qu'ils ont plutôt un biais personnel un peu à l'encontre de. Est-ce qu'il faudrait pas que le panel lui-même. Il faut que ce soit informatif le truc. S'ils disent juste j'aime pas, ils vont dire bah je sais même pas pourquoi t'aimes pas, pourquoi est-ce que je devrais pas l'acheter. Ouais, ok. Quand toi tu veux. Et le panel, c'est des citoyens. Des gens lambda, ouais. Genre un panel de citoyens tirés au sort, une sorte d'assemblée, ok. Parce que eux, ils vont dire lequel m'a plus servi pour faire mon choix sur le produit. Si quelqu'un te dit j'aime pas du tout ça, d'ailleurs tu vois dans les reviews de jeux vidéo, de films, s'il y a juste quelqu'un qui arrive qui dit ce film était une catastrophe, j'ai détesté, tu dis mais attends, pourquoi? Genre t'es juste un hater mec. Alors que s'il y a quelqu'un qui dit l'image n'a pas été peaufinée, il manquait de scènes pour expliquer tel élément de scénario, bah là tout de suite ça te donne plus d'informations. Bref. D'ailleurs il n'y aura pas de trailer pour les films, il y aura... Attends. Il y aura une personne... Il y a trop de problèmes d'un coup là. J'aime bien. On sait même pas ce qui se passe à la fin. C'est une proposition. Vas-y. C'est vrai que t'as pas terminé, vas-y. Explique comment le système... Une fois que le panel a décidé lequel des spots était le plus informatif, ce panel est diffusé.
Ok. Et l'entreprise a payé pour la réalisation des 3 spots et de la mise en place de ce petit panel-là. En fait, c'est des spots éclairés. Ce que tu proposes. Prends pas au sérieux. Non, je prends au sérieux. Ok. En vrai, c'est un bon système. Moi, je suis content. Mais c'est une proposition super intéressante. Moi, j'entends personne d'autre parler de comment on réforme. Parce que, on entend parfois des gens dire carrément il faut qu'il y ait même plus de pub, il faut interdire tout de pub, tout marketing et tout. Bon, ça, c'est des gens qui vont vraiment loin. Moi, je trouve ça pas ça réaliste. Mais du coup, toi, tu proposes un sorte d'entre-deux où en fait, on va autoriser quand même les entreprises à diffuser la connaissance de leurs produits. Mais c'est là que c'est intéressant. Ouais. Le spot est diffusé obligatoirement. Une fois que tu as initié le process, tu peux pas dire non, finalement, je veux pas que le spot soit diffusé. Il va être diffusé. Ah. Attends, ça c'est marrant du coup. T'as envoyé ton pot de Nutella. Il y a 3 instituts qui l'ont vérifié. Ouais, parce qu'ils ont dépensé l'argent et tout, donc bon, maintenant ça part en live, quoi. Parce que tu n'as pas le droit d'être impliqué dans le processus de réalisation. Donc le fait de dire non, je veux pas que ce soit diffusé, c'est être impliqué dans le processus de réalisation. Maintenant qu'on a parlé de ton produit, que les citoyens ont décidé que c'était le spot le plus informatif, bah maintenant tout le monde va savoir ce qu'il faut penser de ton produit. Et ce sera diffusé, tu as payé pour, maintenant on va savoir. Tu vas informer la population que, voilà, ce pot de Nutella, j'adore le goût, hein, bien sûr, comme d'habitude, c'est un goût super bon. Par contre, il y a toujours autant de triglycérides, il y a toujours autant de... c'est toujours de l'huile de palme qui est utilisée. Ouais. Peut-être on aura le droit à des spots hyper... Genre, le but, ça sera d'être le plus informatif. Donc peut-être on aura des super visuels, genre, voilà, il y a 400, voilà, l'évolution du nombre de cancers depuis... tu sais, genre, il y aura des trucs en plein... Oui, genre, au lieu de travailler pour rendre le produit joli et vous... Non, c'est pas le but. Et vous manipuler avec tous les stratagèmes possibles, imaginables, psychologiques, neurosciences, etc. En fait, ça sera... Toute cette énergie et ce talent visuel, etc., sera mis au service de informer au maximum le consommateur. C'est assez stylé quand même comme proposition. Il n'y aura plus aucun travailleur dans le marketing qui aura pour but d'utiliser vos biais cognitifs pour vous faire acheter le produit. Puisque personne ne sera payé pour faire ça. Personne ne sera payé pour vous vendre ce produit. Alors qu'aujourd'hui, c'est explicitement leur job. Hein. Assez cool comme proposition. Ça met une pression énorme pour faire un bon produit. Puisque vas jamais, genre à aucun moment une entreprise va se dire je commande ce truc là si elle n'a pas confiance en son produit ou son service parce que juste il y a un trop gros risque. Enfin, imaginez tu commandes une pub aux 20h TF1 et devant des millions de gens il y a juste une personne qui critique complètement de façon valide votre produit. T'as acheté 10 spots pour ce produit, du coup. Et t'as payé t'as payé 50 millions pour les spots et tout. Et donc faut vraiment avoir confiance dans son produit avant de passer par ce système, quoi. Hein. Le Fairphone dont on avait parlé là, je pense qu'il serait hyper chaud de faire des pubs du coup, parce que ça serait hyper rentable pour lui. Par contre, t'aurais d'autres produits qui seraient pas très chauds d'essayer de faire un spot. Et du coup, naturellement, si t'as des produits qui peuvent facilement être débunkés, tu peux pas en faire la publicité. En plus, j'aime bien parce que techniquement, il y a plein de personnes qui travaillent aujourd'hui dans le marketing qui ont beaucoup de talent et qui adorent leur activité. Mais parfois, il y a certains aspects qu'elles aiment pas. Bien sûr, le fait que peut-être elles doivent travailler pour, je sais pas, faire une pub pour une banque privée. Peut-être que ça les enchaille pas. Ça peut être assez aliénant. Il y a des gens qui adorent ça. Hein. Je sais pas, je pense qu'il y a des gens qui kiffent ça, mais voilà, pas tout le monde. Et en fait, ce qui est pas mal avec ça, c'est que toutes ces personnes-là vont juste se reconvertir dans ce système-là, quoi. Elles pourront toujours, les personnes qui font par exemple de l'animation 3D, qui font des voix, qui font de la musique, qui font du sound design. Ouais, on rappelle, c'est quand même des citoyens qui vont devoir voter pour le meilleur spot. Donc, si tu fais un spot de qualité, d'un point de vue de réalisation, il aura plus de chances quand même d'être choisi, c'est le spot qui va être préféré par le public sur un point de vue informatif, tu vois. Ouais. Après, c'est vrai que c'est extrêmement ambitieux comme changement. Ah non. Est-ce que tu vois des trucs... Je lançais juste la proposition. Ah ouais, c'est une proposition de vraiment de long terme et tout, c'est une idée. Long terme parce que là, on parlait des produits alimentaires de marketing de malbouffe qui sont souvent marketés avec des cartoons. Bien sûr, sur le court terme, il faudrait trouver des solutions pour régler ça, mais je vois pas quelle solution, parce que comme on disait tout à l'heure, juste mettre dans un petit décret où on dit il faut absolument que la pub rappelle que ça vous tue, alors que juste au-dessus il y a un renard qui t'apporte des oh mange avec moi. Bah regarde, justement, c'est ce qu'ils disent Foodwatch, ils disent
Ils ont pointé par exemple la participation de Joule à une publicité vidéo pour le soda Oasis, une canette de Coca en partenariat avec Rosalia, les brioches Peach qui développent des podcasts à destination des enfants pour leur image de marque. Oh là 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 là. Imagine ça. C'est une réalité tout ça les gens. Hein. Des podcasts à destination des enfants? Je sais pas comment ça marche. Pas juste des vidéos YouTube. Pas juste YouTube Kids cringe et tout. Les emballages en couleur avec des jeux. Dites-nous, les gens qui écoutent le podcast, si vous écoutez aussi le podcast Le podcast Peach. Pitch pour les enfants. Le meilleur podcast. Moi, je suis prêt à passer sur le podcast. Hein. On est prêt à faire une Collaboration. avec le podcast Pitch. Cross épisode. Si vous avez des contacts, tenez-nous au courant. Un enfant français sur 6 en surpoids ou obèse. Nous rappelle ce professeur du coup. Les géants de la malbouffe n'hésitent pas à élaborer des stratégies à la limite de la manipulation. C'est totalement immoral et irresponsable quand on voit les conséquences de la malbouffe sur la santé des plus jeunes. Eh bah ouais. C'est un problème les gens. Foodwatch demande donc aux autorités d'imposer des règles aux géants de l'alimentation. La commercialisation des produits trop gras, trop sucrés, trop salés destinés aux enfants ne devrait être autorisée que pour les aliments qui répondent aux critères nutritionnels du modèle de l'OMS. Donc ça, c'est leur revendication. Donc c'est déjà un très bon pas dans la bonne direction. Clairement, je suis d'accord aussi et qu'on devrait réguler beaucoup plus, quoi. Et il y a un truc aussi, c'est récemment j'ai mangé des chips où ils avaient mis quasiment pas de sel dedans. Donc c'est un paquet spécial marqué pas de sel. Bien sûr, c'est plus cher puisqu'ils ont enlevé un ingrédient. Et en fait, elles étaient meilleures. J'ai préféré ce produit. Ah ouais? Et pareil, j'avais une confiture, il y avait moins de sucre dedans. Genre 65% moins de sucre. Oh, moi j'adore les trucs où il n'y a pas de Elle sucre. est incroyable cette confiture. Ouais. J'ai adoré. Mais en fait, tu aimes le goût, tu passes un bon moment quand tu le manges, mais tu auras moins envie d'en remanger. Tu auras moins d'addiction à ce produit. Parce que le sucre rend littéralement addictif le produit. Ça c'est démontré. Hein. Du coup, tu dis pas il me faut ça, il me faut ce produit. Mais sur le moment, c'est un meilleur goût. Donc c'est un peu frustrant. Récemment, c'est ce que j'ai fait. J'ai goûté un jus de cranberry. Ouais. Ocean Spray. Tu savais que Ocean Spray, c'est une coopérative américaine? Ah non, je savais même pas. C'est très stylé. T'aimes bien les coopératives, toi, non? De temps en temps, oui. Avec modération. Du coup, Ocean Spray, ils font un jus de cranberry que moi, personnellement, je suis fan. Et ils ont une version avec le sucre. Ils ont une version sans sucre ajouté. Et franchement, la sans sucre ajouté, elle est genre plus acide et tout, mais moi, je suis fan de ce truc-là. Je suis amer. Ouais. Oui, c'est genre, c'est quoi? C'est astringent? Âpre. Je crois que c'est ça, ouais. Ou je crois que c'est ça. Moi, j'adore. Non, acre, c'est un autre truc. Ça, c'est pour les auto-entrepreneurs. Non, il y a acre aussi. Hein. Non, c'est pour les auto-entrepreneurs. Pour le goût, il y a acre, ça existe. Non, mais du coup, ouais. Enfin, franchement, moi, il y a des trucs, parfois, il y a moins de sucre. Le chocolat, à 90%, je suis désolé, c'est meilleur que... Là, je vais pas être d'accord avec toi. Ok, bon, là, c'est juste mes goûts personnels. Je pense que je suis en train le chocolat noir qui va trop loin, c'est un problème. Hein. Tu sais que j'ai déjà mangé une graine de cacao pur. Ouais, moi aussi. Et genre, juste, tu la mets dans ta bouche et t'as toute ta salive qui est genre absorbée tout d'un coup et tu comprends pas ce qui se passe dans ta bouche. Moi, j'aime bien ce genre d'expérience. Mais donc, acre, qui est irritant au sens et principalement au goût et à l'odorat. Ah, il est chaud. Mais par rapport au chocolat, le chocolat au lait, je comprends pas pourquoi il n'y a pas des chocolats au lait avec des hauts pourcentages de cacao. Pourquoi, quand tu veux des hauts pourcentages de cacao, c'est chocolat noir? Je comprends pas le concept. Bah, parce que s'il y a plus de lait, il n'y a pas de place pour le cacao après. J'ai déjà mangé des chocolats au lait à 60% de cacao. En fait, ça marche comment le chocolat au lait? On est d'accord, bon. C'est juste, il y a plus de sucre? Non, il y a plus de sucre dans le chocolat noir. Et il y a du lait? Il y a du lait dans le chocolat au lait. Je sais pas comment ça marche. Moi. Bah, moi, je sais. Et donc, toi, tu dis, on peut mettre juste du lait et du chocolat noir? C'est très dur à trouver. Et pas de sucre? Non. Quoi? Du chocolat noir? Le chocolat noir a du sucre dedans, à mort. Il y a plus de sucre. Oui, mais tu veux dire, toi, tu veux un chocolat noir avec un haut pourcentage de cacao? Non, je veux pas de chocolat noir. Je veux un chocolat au lait avec plus de cacao. D'accord, ok. Parce que là, par défaut, le chocolat au lait, c'est... Donc, tu veux genre 80% de cacao, 20% de lait, quoi. Et pas de sucre. Non, parce que ça, 70% de cacao. Du chocolat, ça. Ok, 70% de cacao, 10% de lait et 20% de sucre. Ouais. Bah, vas-y, on lance une start-up. C'est super bon, ça. Faites des dons, les gens.
Non, moi, des fois, je trouve 60% de cacao dans le chocolat au lait, c'est super C'est bon. une bonne proposition. Il veut du chocolat noir au lait. Non, mais vous voyez, le chocolat noir, c'est pas un haut pourcentage de cacao, ça veut pas dire la même chose. Je pense qu'on va passer au prochain sujet parce que les gens. Mais est-ce qu'on avait terminé celui-là? On a Parce que dit- moi, sur l'aspect médical, je veux en parler. Ok, vas-y. Parce que sur le tabac, on n'a pas parlé du sujet principal. Sur le tabac, on met attention, ça tue parce que on a des dépenses énormes médicales pour traiter les cancers. Ça, c'est vrai. On devrait aussi avoir pour tous les produits qui ont du sucre ajouté, l'intégralité des produits qui contiennent des sucres ajoutés, on devrait avoir des messages clairs sur le fait que ça provoque le diabète. Parce que le diabète, c'est la première dépense de santé. Réel. Et plus on continue à avoir le taux d'obésité qui augmente, etc., plus ça va peser dans le coût médical. Et honnêtement, c'est pas fun de vivre avec le diabète. On veut pas que les gens aient le diabète. Donc, je sais que de dire aux gens, on enlève les produits avec du sucre, c'est chaud. On va pas le faire, ça. Mhm. Par contre, au moins de tenir au courant, il y a du sucre ajouté dans ce produit. Et pas que les sucres, aussi tous les trucs en ose. Saccharose, fructose, C'est du etc. sucre, ouais. Parce que c'est comme du sucre. Mais parce que actuellement, il y a des sucres ajoutés dans des produits, vous ne vous en rendez pas compte. Ils rajoutent du sucre dans des légumes. Il y a des conserves de légumes avec du sucre. Alors qu'il n'y a aucun intérêt qu'il y ait ça dedans. Il n'y a pas avez des plats d'indication. À part préparés. lire les ingrédients derrière, tu le sauras pas, quoi. Il y a des plats préparés dans lesquels ils mettent sirop de glucose. Voilà. Pourquoi ? Comme ça vous rendra le goût plus agréable. Oui, peut-être ça coûte moins cher aussi. Vous aurez plus de chances de venir racheter le produit s'il y a un peu de sucre dedans et qui vous dit ah j'ai adoré ces petits pois là par rapport aux autres ils étaient meilleurs. C'est tellement pas cher au kilo le sucre. Du point de vue des industriels, c'est genre presque gratuit comme Donc, ressource. C'est un là, truc de fou. d'obliger juste les gens à mettre regardez attention le sucre peut vous provoquer le diabète si consommé trop souvent quoi. Bah déjà il y a plein de produits où le sucre disparaîtrait parce qu'ils se diraient bon ça vaut plus le coup parce que l'impact d'avoir un énorme sur notre produit, ce produit vous cause le diabète, ne vaut pas le coup du fait d'avoir un peu de sucre pour essayer de rendre le goût meilleur. Parce que franchement, des petits pois où il y a marqué ça cause le diabète, tu l'achèterais pas, tu vois. Ouais, très bon point, c'est réel. Oui, et très intéressant en tout cas Moi, je suis content qu'on en cette parle. alerte du professeur nutritionniste. Gros sujet, très gros sujet. Est-ce qu'on passe maintenant à la news dans le monde du jeu vidéo dont on vous a parlé? C'est très important. Il faut que j'en parle parce que moi, je fais des jeux vidéo. C'est mon job, quoi. Il fait des très bons jeux, les gens. Et en fait, il y a une énorme news qui est tombée. Et ça va beaucoup plus loin que ce qu'on pensait parce que il faut que je vous explique comment marche un petit peu les jeux vidéo. Pour faire un jeu vidéo, vous utilisez un moteur de jeu vidéo. C'est un logiciel. Il y a plein d'outils déjà prêts. Par exemple, afficher les choses en 3 dimensions et tout. Il n'y a pas besoin de tout reprogrammer à chaque fois. Donc, la plupart des développeurs de jeux vont s'appuyer sur un moteur déjà existant. Ouais, Unreal, Unity. Voilà, les gros acteurs, c'est Unreal Engine et Unity. C'est les deux plus gros actuellement. Mais, qu'est-ce qui s'est passé ? Quel est le modèle de financement de ces moteurs de jeu ? C'est pas genre tu achètes en un coup et puis c'est bon. Non, par exemple Unreal, c'est au-delà d'un certain nombre un certain chiffre d'affaires réalisé, tu commences à payer sur tes revenus. Et c'est un pourcentage de tes gains, revenus, non ? ouais, des gains. Et en fait, j'étais jamais à l'aise avec le fait que tu programmes un jeu, mais derrière, tu as signé un contrat avec des gens qui possèdent ce sur quoi tu as fait ton jeu et qui peuvent à n'importe quel moment te dire bah en fait dans le contrat on va changer ça, on va changer ça. Est-ce que ton jeu t'appartient vraiment après ça ? Ah, c'est vrai que le code est pas. Il y a toute une partie du code, en fait, c'est le moteur en lui-même qui est propriétaire du coup. Donc, ouais. Et il y a plein de développeurs qui ont dû se poser la question la semaine dernière parce que Unity a annoncé qu'à partir de 2024, je crois, il y aurait un coût supplémentaire
qui sera réalisé à l'installation même du jeu. Donc quand le joueur va installer un jeu créé avec Unity, le développeur payera, je crois que c'est 20 centimes. Lol. Donc il y a plein de dispositions, ils ont dit attention, c'est au-dessus d'un certain nombre d'argent gagné, c'est au-dessus d'un certain nombre de téléchargements, mais les développeurs ont été choqués de savoir que, en fait, à n'importe quel... Parce que c'est rétroactif sur les gens qui ont déjà sorti des jeux. Ouais. Enfin... oui, il y a eu une réaction dans la communauté des développeurs de jeux. Là, ils sont insurgés là, contre le changement. Hein. À la base, on croyait que c'était rétroactif. En fait, là, c'est très flou maintenant parce qu'ils essaient de revenir, mais pas vraiment. Donc, à la base, tout le monde a cru que c'était rétroactif et peut-être ça allait vraiment... Honnêtement, on aurait du mal à savoir. Ok. Parce que c'est pas clair du tout ce qu'ils annoncent. Mais du coup, il y a plein de développeurs qui se sont dit mais ne faites pas ça. Arrêtez de faire ça. Et le fait qu'il y ait des développeurs qui ont signé un contrat et dans le contrat, il y a des petites lignes, en fait, le contrat, il peut changer. Et du coup, le contrat, il change. Et maintenant, ils se retrouvent à avoir un nouveau contrat dans lequel chaque installation... Parce que sur des jeux qui coûtent 60 €, bon, 20 centimes par installation, pourquoi pas. Mais... il y a plein de problèmes avec ça. Déjà, si tu fais un jeu gratuit, comment ça se passe ? Si tu fais un jeu dans lequel tu peux avoir des skins, oui. Le nombre de joueurs ? Attends, comment ça marcherait du Les coup ? free-to-play, tu sais ? Ouais. Pour ce qui est du téléchargement illégal. Oui, est-ce que n'importe qui le prend illégalement et du coup qui n'a pas payé, est-ce qu'il y aura juste un peu d'argent donné à Si tu réinstalles Unity, le jeu, c'est super bizarre. Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que ça refait tourner le script et tu repayes ? Ils ont dit oui ? Oui. Oh, mais non. Du coup, il y a des gens qui ont commencé à se dire mais attends, si par exemple il y a quelqu'un qui s'énerve comme la personne sur Starfield là, quoi ? Il y a des pronoms dans le jeu ? Est-ce qu'il va y avoir des communautés acharnées qui vont dire je déteste ce développeur, du coup je vais désinstaller et réinstaller le jeu en boucle pour leur faire faillite ? Ça semble être... Enfin, comment ils vont implémenter ça pour que ça... L'annonce a été faite... ça fonctionne, c'est... Ouais. D'une manière, genre personne ne comprenait rien à ce qui se passait. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, même si vous comprenez pas très bien le fond du problème... Est-ce que je peux rappeler vite fait que Unity... si vous savez pas ce que c'est Unity, dans le marché des jeux vidéo, dans ce monde-là, ils ont une part de marché dans les outils de game engine que vous pouvez utiliser pour votre jeu. Ils ont une part de marché de 30%. Hein. Donc c'est complètement gigantesque. Il y a des centaines de milliers de jeux développés sous Unity. C'est hyper utilisé par des gros studios, des moyens studios, des petits, des gens indépendants, etc. quoi. Ouais. Donc ça a un impact quand même, c'est pas n'importe quoi, c'est pas une petite entreprise. Du coup, il y a plein de développeurs, donc il y a eu un énorme mouvement d'insurrection de plein de développeurs qui ont commencé à dire bah nous annonçons, nous allons arrêter d'utiliser Unity à partir de maintenant. Tu sais ce qui m'a fait trop rire, c'est qu'il y a un tas de ces développeurs qui ont dit du coup, on va tous chez Unreal. C'est parti. Alors que Unreal, les gens, c'est le même type d'entreprise. C'est une entreprise privée à but lucratif qui fait un moteur de jeu propriétaire où vous avez un contrat qui peut changer à tout moment. C'est le problème, enfin les conditions pour que des changements comme ça, non voulus par les développeurs, sans prévenir tout d'un coup, juste pour maximiser les profits de l'entreprise, adviennent. Toutes ces conditions sont aussi réunies avec Unreal. Et du coup, le move logique pour tous ces développeurs-là, à mon avis, parce que bon, bien sûr, il n'y a pas que le facteur contrat, prix, code open source, code propriétaire, mais un truc qui pourrait être intéressant, c'est que ces développeurs-là utilisent Godot. Alors ouais, donc... Qu'est-ce que c'est Godot ? Godot Engine, en fait, c'est un moteur de jeu qui est similaire en fait en fonctionnement. Il permet de faire à peu près les mêmes choses que Unity, sauf que ce moteur de jeu-là est libre et open source. C'est-à-dire que tout le code qui est réalisé, il a été réalisé par des gens qui ont donné la licence au code qu'ils ont produit, une licence libre, c'est la licence MIT. C'est-à-dire que ils doivent être crédités dans le jeu, parce que c'est quand même eux qui ont créé l'engine, mais vous avez tous les droits sur le code. Donc, en fait, ils ne peuvent pas, le code est libre, n'importe qui peut, dès aujourd'hui, aller prendre le code de Godot
le moteur de jeu, renommer ça Godot, j'en sais rien, et dire j'ai fait un moteur de jeu. Et le code restera toujours Et le code est toujours libre disponible, open source, sur le long terme parce que c'est ce type de licence-là. Ils ont un modèle de financement qui se base sur les dons et sur les sponsors. C'est-à-dire il y a plein de gens qui créent des jeux grâce à ça. Ils se disent c'est dans mon intérêt de financer le moteur que j'utilise. En gros, c'est le Blender du moteur de jeu. Hein, pour les gens qui connaissent Blender. C'est pour les gens qui connaissent Blender. Si vous ne connaissez pas, du coup, ignorez ce que je viens de dire. Mais ouais, qu'est-ce que tu penses de ce modèle d'être financé par les dons comme ça pour que les gens qui peuvent donner donnent, les gens qui peuvent pas donner, ils en parlent autour d'eux. C'est le modèle de financement de cette émission d'ailleurs. Vous pouvez donner sur lerendez-nous.fr. Du génie, cette transition. Je pense que je m'améliore sur les... Posez vos questions les gens, hein. On a toute la section après, on répondra. Mais ouais, c'est important. Non mais sur Godot, moi je pense que c'est le futur. Parce que regarde ce qui arrive. En fait, si vous ne connaissez pas, Blender, c'est un logiciel d'animation 3D, de modélisation. Incroyable. Aussi libre open source, du coup. Libre open source vous pouvez également. Faire un film genre Pixar. Ouais, vous pouvez produire un film Pixar entier, vu en plus les avancées ces dernières années. Entièrement dans ce logiciel. De toute façon, Blender est devenu incroyable en termes de qualité de logiciel. Ces dernières années, ça a explosé depuis 10 ans. Et du coup, ce qui s'est passé dans l'industrie de toutes les personnes qui utilisent des logiciels de modélisation, d'animation et autres, parce que vraiment c'est hyper polyvalent, hein, mais dans le monde de la 3D, avant il y avait des logiciels comme Maya, 3ds Max, Cinema 4D, des choses comme ça, qui étaient vraiment les plus utilisés dans ce monde-là. Sauf que les licences, Maya, c'était à une époque, c'était 3 000 €. Et en fait, beaucoup de gens disaient... Ouais, mais au moins Maya, t'as un produit de qualité, alors que Blender, c'est le truc gratuit, un peu pourri. Globalement, les logiciels libres open source, c'est de la merde. Et en fait, aujourd'hui... ce qui est trop intéressant, c'est que Blender a prouvé que non. Si jamais toute l'industrie commençait à se dire, au lieu de tous payer une entreprise capitaliste, on n'a qu'à prendre cet argent-là et le donner tous ensemble. C'est-à-dire, tous les gens qui payaient individuellement, maintenant, ils donnent tous à une même fondation qui va créer un logiciel que tout le monde pourra utiliser, que tout le monde pourra contribuer, qu'un mec à l'autre bout du monde pourra dire mais il y a un bug là, je vais le régler parce que moi ce bug est un problème pour moi, je vais le régler et ce bug sera réglé pour le reste du monde. C'est comme ça que ça fonctionne les gens, l'open source. Et en fait Blender a prouvé que du coup un logiciel open source pouvait devenir un standard de l'industrie. Blender c'est aujourd'hui considéré comme un des standards de l'industrie. Les gens quand ils font de la 3D, ils se disent j'utilise Blender, c'est complètement normalisé. Et c'est pour ça que je dis que Godot, ça va être le futur. Pourquoi ? Parce que juste, il y a un intérêt collectif à tous les acteurs, même des acteurs capitalistes à but lucratif sur le marché, ont techniquement tous intérêt à ne pas se faire gatekeeper d'un logiciel de qualité pour réaliser ce qu'ils veulent réaliser par une entreprise ou un petit groupe d'entreprises qui leur font payer très cher parfois l'utilisation de ça. Il y avait Facebook, Firefox, ils avaient fait des dons à Godot pour développer des features et après ces features-là, elles sont disponibles pour tout le monde. Exactement. Donc voilà, je pense que là, et du coup, avec ce truc-là sur Unity, beaucoup de gens sont pas contents. Peut-être qu'ils auraient dû lire les petites lignes du contrat. Attends. C'est ça qui est intéressant, c'est que moi, il y a longtemps, j'ai fait des jeux vidéo. Ça fait très longtemps, moi, je fais des jeux vidéo. Mais au début, je faisais des vidéos sans moteur de jeu. Parce que il codait, les gens... Moi, j'ai vu son code, il codait en JavaScript, Vanilla, des jeux de zéro. Franchement, respect. Hein. Donc, je faisais des jeux sans moteur de jeu. C'est beaucoup plus dur. Hein. Et il n'y a pas les mêmes capacités. Mais parce qu'à l'époque, je me disais, moi, je veux pas dépendre d'un moteur. Ça sera pas mon code. Je sais pas après... S'ils sortent une nouvelle version et que l'ancienne version, j'ai plus le droit de l'utiliser parce que le contrat fonctionne plus, je sais pas ce que je ferai, etc., etc. Et j'ai découvert, je crois que c'est en 2017, j'ai découvert Godot. Je me suis dit, attends, ce truc-là est open source. À l'époque, c'était pas super, mais ça me permettait déjà plein de choses. Et à l'époque, je me suis dit, au moins, ce truc-là, si je l'utilise, je vais pas avoir de problème. Ils pourront pas changer le prix puisqu'il n'y a pas de prix. Ils pourront pas changer les conditions d'utilisation. Je vais pouvoir utiliser comme je veux ce produit. J'ai eu cette mentalité-là. Et aujourd'hui, il y a des gens qui disent « Oh, mais on pouvait pas prévoir que Unity allait changer ses conditions d'utilisation. »
Il y a des gens qui l'avaient prévu. En fait, Unity, je crois. Alors, si je me trompe pas, parce que là, j'ai un article de The Street. Je sais pas si il est fiable ou pas, mais je crois qu'ils disent donc donc c'était en 2020 qu'ils sont devenus publics, cotés. Ah oui, cotés. C'est devenu une entreprise cotée apparemment. Tradée publiquement. Et quand tu deviens une entreprise cotée, tu as pour responsabilité d'être rentable en fait pour les investisseurs. Tu dois maximiser la rentabilité. Donc, il faut comprendre qu'il y a systémiquement dans les entreprises dont le but c'est de faire de l'argent, un moment où ils vont presser. Ils vont presser les utilisateurs. On commence à voir ça sur Twitter, sur YouTube, on en avait parlé la dernière fois, et en fait, on voit ça un peu partout. Et ce qui est incroyable, c'est que depuis tout ce temps, il y a des gens qui ont le même raisonnement dont je viens de parler, qui se disent « Attends, je vais pas laisser une autre personne décider de ce qui arrive de mon code et tout », et qui font des alternatives libres open source, des gens qui, des fois, ils le font de manière bénévole, des fois, c'est avec des donations au lance-pierre. Godot, il y a combien de personnes qui sont rémunérées à plein temps correctement ? Je crois, alors, ça varie parce que les donations varient, je crois que ça doit être une dizaine. Ouais, petite dizaine, hein, mais contre, ils arrivent à faire un logiciel de fou. Il y a des milliers de contributeurs qui le font juste parce qu'ils disent bon bah j'ai trouvé un petit bug, je vais le régler, des choses comme ça. Ouais, ils font une pull request. Et tous ces bénévoles, ces contributeurs, ils créent ce code, ils créent ces infrastructures. On avait vu d'ailleurs avec Twitter et Mastodon. Et en fait, à chaque fois, quand le capitalisme détruit des ressources qu'on a en commun, il y a une alternative qui était là, qui a fait le travail tout ce temps, qui a essayé de monter, qui a essayé de dire... Tout le monde leur disait, mais personne va venir sur votre plateforme. Il y a l'alternative que tout le monde utilise. Vous rivaliserez jamais avec Unreal, ça ne sert à rien machin. ce que vous faites. Tout le monde va utiliser Unity. C'est gratuit au début, Unity. Tout le monde va utiliser Unity. Pourquoi vous faites un moteur de jeu ? Et en fait, dans des situations comme ça, on est hyper content qu'on puisse juste switcher. Et le nombre de gens qui étaient en train de faire un jeu sur Unity, et depuis l'annonce, ont déjà, dès maintenant, porté tout leur jeu de Unity à Godot. Let's go. C'est-à-dire que tout le code qu'ils avaient sur un moteur de jeu, sur leur projet qu'ils étaient en train de faire, maintenant ils sont venus sur Godot. Et je trouve ça incroyable. Par contre, j'ai des scripts, ils auraient pu utiliser C# quand même. Il y a une critique que je vois souvent, c'est oui, mais Godot, ce sera jamais à la hauteur de Unreal Engine. Les gens, si vous voulez utiliser les capacités de Unreal Engine 5 que n'a pas Godot, vous devez être à la tête d'un sacré studio de jeux vidéo avec peut-être 50 artistes, 100 développeurs. Ou alors vous avez énormément d'argent pour acheter des assets tout fait et tout. Mais bon, même là, c'est pas un jeu quoi. Des assets, c'est pas un jeu. Hein. Parce qu'en fait, pour la plupart des développeurs de jeux, tout ce qui est Godot est à la hauteur de leur ambition. Godot est à la hauteur de n'importe quel jeu que voudraient faire des petits studios. Tous les gens qui sont sur Twitter en train de parler de tous ces problèmes-là, leur projet qu'ils veulent faire, ils peuvent le faire dans Godot. Godot 4 vient de sortir avec un tas d'avancées technologiques, un meilleur système d'éclairage. J'espère qu'on vous perd pas trop avec... Ouais, bon là on est vraiment parti. Nous on aime beaucoup parler de ça, on suit pas mal de ces choses-là, mais... Mais j'avais pensé à ça, juste pour revenir sur du IRL, tu vois. Ouais. Dans la vraie vie, ton sandwich il augmente de prix. L'alternative, ce serait de chercher une AMAP dans ta région, de chercher des agriculteurs qui proposeraient des circuits courts. Ouais, mais avec des marges raisonnables. Le problème, c'est que c'est plus difficile dans la vraie vie puisque ces alternatives, elles dépendent de ta condition géographique, de est-ce qu'il y a des gens sur place qui ont fait ça. Là, il suffit que une équipe de quelques personnes dans le monde ait travaillé sur ce projet-là, ils peuvent le proposer pour le monde entier. Ce qui est numérique, c'est complètement unique sur ce truc-là. Voilà, ça crée des situations comme ça. C'est incroyable. Une fois que le truc est réalisé, il peut être copié à l'infini. Il n'y a pas besoin de plus d'énergie une fois que c'est produit pour en faire un deuxième, un troisième, 1000, 100 000 versions de ce logiciel. 1 million de personnes qui l'utilisent en parallèle. Il a juste fallu le coder une fois, quoi. Produire des courgettes, faut les reproduire à chaque fois, quoi. C'est très unique comme industrie et du coup, mais vraiment, le logiciel libre open source, franchement, c'est révolutionnaire hein, comme truc. C'est la mise en commun des capacités de l'humanité, des créations humaines avec une licence et tout. Ça fait des décennies que ce mouvement existe et tout, mais moi, je pense qu'il devient de plus en plus pertinent.
On voit de plus en plus d'exemples où les outils libres open source remplacent des trucs qui étaient considérés avant comme le truc leader dans le domaine. Et je pense que d'ici 10 ans, 20 ans et tout, ça va être encore plus généralisé. Et les gens vont de plus en plus comprendre qu'on a intérêt, au lieu de tous dans son coin développer son logiciel propriétaire pour se faire de l'argent, juste à faire des super logiciels en commun, libre open source. C'est là c'est ce qu'on voit justement. On voit que les conditions comme j'expliquais tout à l'heure, c'est les logiciels prépondérants qui vont s'empirer d'eux-mêmes. Ils auront créé une situation de monopole sur le marché privé. Ils vont créer une situation de monopole sur le marché privé. Ils vont profiter de leur situation de monopole pour faire des annonces complètement folles, genre maintenant vous payez le double de ce que vous payez avant. Et ils vont être complètement aveuglés par le fait que ils pensent que personne n'ira sur le marché du libre open source. Et pourtant on peut le faire. Moi, d'ailleurs, je voulais mentionner une petite anecdote. Je suis sur Mastodon. Ouais. Et sur Mastodon, je vois donc Mastodon qui est justement l'alternative libre et open source à Twitter. Ce qui est justement intéressant, c'est je vois des gens commencer à tweeter, à touter. Je passe à Godot. Qui dit ça? Quelqu'un qui était avant sur Twitter. Donc on est à un stade où j'apprends que des gens passent à Godot par des gens sur Mastodon, de gens qui étaient sur Twitter. Et là je me suis dit, on commence à voir le basculement global. Je vois un pattern qui est en train d'avoir lieu. On commence à voir le basculement global. Moi sur certains messages, j'ai plus de réactions sur Mastodon que sur Twitter. Moi, ma stratégie, c'est je publie sur les deux plateformes, mais je ne réagis, je partage que sur Mastodon. C'est-à-dire, si je dois... Tu réagis que sur Mastodon. Je dois mettre des cœurs, des retweets, des trucs comme ça. Enfin, j'essaye, quoi. Et voilà. Je suis pas encore sur Mastodon, moi. Mais peut-être bientôt. Hein. Bref, pour moi, c'était important de vous en parler, parce que comme vous pouvez voir ici, j'ai le petit logo de Godot. Allez, ça pour les gens qui voient la vidéo. Non, j'utilise Godot depuis un bon moment. Moi, j'adore ce logiciel. Et pour moi, c'était important de parler de cette situation. On peut avoir l'impression que ça ne nous touche pas trop, mais le fait est que les gens, il y a plein de trucs que vous utilisez au quotidien où vous avez été complètement brainwashé par du marketing. Et en fait, il y a des alternatives gratuites, libres et open source qui sont un peu plus chiantes à mettre en œuvre, mais en fait qui vous rend votre vie tellement plus facile une fois que vous l'avez mis en place. Et si c'est un peu plus chiant, aujourd'hui, mais ça va que s'améliorer. Et vous en entendrez jamais parler dans les médias, etc., puisqu'il n'y a pas de financement qui est fait pour du marketing et tout. Moi, par exemple, mes photos, quand je rentre chez moi, je branche mon portable, elles sont toutes transférées automatiquement sur un ordinateur qui est chez moi. Pas sur le cloud de soit iCloud, soit Google. Ouais. Tu vois ? Et il y a une alternative pour ça qui existe, qui est libre open source. Et les gens, ça commence à pousser un peu partout comme ça. Nextcloud, ça ouais, c'est une des alternatives. Ouais, ça commence à pousser un peu partout comme ça, des alternatives. Et j'ai l'impression qu'il va y avoir un basculement au fur et à mesure, comme tu disais tout à l'heure, mais que ça va changer votre vie, les gens. Beaucoup plus que ce que vous croyez. De toute façon, déjà, dès aujourd'hui, tout Internet tourne sur du logiciel libre open source. C'est ça qui est intéressant. Les entreprises, elles ont compris. Ouais. Qu'il faut utiliser les logiciels libres pour économiser, pour avoir un meilleur produit. Mais après, ils utilisent les logiciels libres pour vous proposer des services payants et privés. Oui. Bref. Passons à la suite. Et là, c'est le segment que je préfère. C'est le segment questions-réponses. C'est parti. On écoute vos questions et on y répond du mieux possible. Rappelez-vous que vous pouvez, pendant tout le segment, continuer à poser des questions. Pour que nous y répondions là, maintenant, tout de suite. Mais vous pouvez aussi en poser si vous nous écoutez à distance et nous y répondrons la semaine prochaine. Absolument. N'hésitez pas à aller sur le lien lerendez-nous.fr. Alors, il y a une question, ça tu vas kiffer, il y a une question sur le bas acquisitif. Justement, on a ici présent quelqu'un qui défend ce système. Alors, le bas acquisitif, on en avait parlé dans quelques épisodes. Ouais. Et on fera peut-être un rappel, je lis la question. Les propriétaires qui veulent garder le logement qu'ils louaient
ne vont-ils pas chasser leurs locataires afin que ceux-ci ne commencent pas à acquérir le logement le jour où la loi est mise en application? Les propriétaires qui veulent garder le logement qu'ils louaient ne vont-ils pas chasser les locataires? Donc le jour où la loi est mise en application... Ah oui, ok. C'est bon, ouais, je vois. Donc juste pour vous rappeler le bail acquisitif, l'idée ce serait que on décide du jour au lendemain d'abolir le fait de louer de l'immobilier. La location immobilière est abolie. On ne peut plus signer de contrat de location immobilière. Mais à la place, on peut signer un contrat de bail acquisitif, c'est-à-dire que chaque mois vous payez une mensualité. Donc c'est très ressemblant à ce qui se passe actuellement, sauf que vous êtes en train d'acquérir le logement au fur et à mesure que vous payez vos mensualités. Ce qui fait que vous n'avez pas cette impression que vous faites exploiter par quelqu'un qui a juste le privilège de posséder un droit de propriété, un titre. Un titre, voilà, merci. Ouais. Un titre de propriété du logement. Et du coup, à terme, vous aurez payé toute votre vie et ce sera pas pour rien parce que à un moment, vous deviendrez propriétaire à 100%, vous arrêterez de payer vos mensualités, vous pourrez en profiter. Et d'un autre côté, c'est un système très intéressant. D'un autre côté, pour les propriétaires, ça enrayera la situation actuelle qui est que les propriétaires amassent de plus en plus, ils deviennent multipropriétaires, ils ont des dizaines, des quinzaines de bâtiments, de logements qu'ils louent à des gens et ils utilisent l'argent pour encore racheter des nouveaux logements et c'est un cercle vicieux et il faut enrayer ça. Ouais, les inégalités montent là-dessus. Et les inégalités sont folles. Donc là, la question c'était, est-ce qu'ils vont pas chasser les locataires pour pas que les locataires puissent acquérir le logement? Alors, il y a deux réponses. Déjà, dans la situation actuelle, tu peux pas chasser facilement un locataire. Il y a des lois. Il y a des lois, mais je peux comprendre que dans le cas du bail acquisitif, il y a un délai de 6 mois, je pense, actuellement dans la loi. Si tu on veux saurait à l'avance, avec le temps de faire un décret, le temps que la loi soit votée, peut-être les gens seraient frileux à l'avance et ça pourrait créer ces événements de peur. Mais il y a deux choses. Premièrement, le contrat de location ne se transforme pas immédiatement en contrat de bail acquisitif. Ça se passe pas comme ça. En fait, les contrats existants restent des contrats de location. Le locataire peut exiger que le propriétaire propose un contrat de bail acquisitif. Mais vu qu'il le propose, il peut proposer des options qui sont pas hyper avantageuses ou quoi. Oui. L'idée étant qu'il est quand même obligé de proposer au moins une proposition avec le plus long délai de remboursement, ce qui serait du coup le plus facile à payer pour le locataire. Parce que mensualité est plus faible. Et ce serait le plus rentable aussi pour le vendeur, parce que les prêts les plus longs sont ceux qui rapportent le plus de taux d'intérêt. Oui, parce qu'on rappelle, il y a un taux d'intérêt techniquement, donc il y a un intérêt. Il y a un intérêt à faire ce contrat. Oui. Donc le locataire peut choisir ou pas de faire ça. Et la deuxième explication de pourquoi est-ce qu'il ne ferait pas ça, c'est qu'on accompagne cette situation avec le fait que si tu as des logements inoccupés, tu dois payer à l'État l'équivalent de ce que l'État aura dû dépenser pour loger quelqu'un, puisque tu es en train de prendre la place pour quelqu'un qui aurait pu se loger. D'accord, donc tu as un impôt sur les logements vides en fait. C'est une sorte de dédommagement que tu fais. Ouais. Tu es propriétaire d'un lieu dans lequel quelqu'un aurait pu dormir, avoir un abri, etc. Peut-être avec un délai sur ce truc-là, parce que si pendant 2 mois tu cherches un locataire dans une situation où c'est tendu et tout, peut-être la taxe, l'impôt, tu la payes. Pardon, désolé. C'est déjà compliqué, ne rajoute pas des complications. Moi, je vais jusqu'au bout, je réfléchis à tous les micro-détails. C'est juste que l'État, moi, dans le truc que je propose, l'État, il garantit que tout le monde est logé. Donc, il va falloir construire des dortoirs pour les trucs hyper précaires, mais aussi des logements plus conséquents. Et ces coûts de construction-là, on n'aurait pas à les réaliser si les gens étaient dans les logements inoccupés. Donc vu que tu auras ce dédommagement que tu devras payer, ça te donnera envie de vite trouver des gens à reloger là-dedans. Donc déjà, tu préférerais ne pas virer tes locataires. Après, en vrai, attends, juste sur la question, même sans cet impôt que tu proposes, un propriétaire, quel intérêt il aurait à garder un logement? Imaginez, il possède son logement principal, il vit dedans, il a un logement secondaire qu'il possède, il avait un locataire dedans, il vire son locataire, mais du coup, quel
quel est l'intérêt? Enfin, il a ce logement qui est maintenant vide. Pour pas que quelqu'un commence à l'acquérir. Pour en Oui, rester mais bon, propriétaire. d'accord, mais pour Pour faire de la lui-même, spéculation, par exemple. pour faire de la spéculation. Bah, pour dire j'ai un logement, ça fait partie de mon patrimoine, je peux l'hypothéquer, je peux l'utiliser comme de ressource. Quand je vais à la banque, Ouais. je leur dis regardez, je possède ça, donc faites-moi un prêt pour que je puisse acheter une autre maison. Ça serait un comportement un peu étrange vu qu'il pourrait juste avoir un revenu tous les mois en faisant un... Bah, ce serait pas revenu. Ah oui, c'est vrai qu'il est en train d'être... Il perdrait du patrimoine chaque mois. Enfin, il a un revenu des intérêts, mais bon. Il y a un revenu des intérêts, ouais. Ouais. C'est Mais- pas zéro, ouais. Voilà, mais il diminuerait son patrimoine chaque mois. Donc Oui. la question est pas débile. Non, ouais, c'est une bonne question. Du coup, ouais, je vois l'intérêt de l'impôt que tu proposes, hein, c'est logique. Donc ouais, les gens seraient désincités de juste garder des maisons vides comme ça, puisqu'elles perdraient activement de l'argent. Et du coup, ça les pousserait à... Donc, d'une pierre deux coups, parce que, mettons qu'ils décident de pas payer et de garder ce logement-là, bah, super, ils financent le fait que maintenant on va pouvoir loger quelqu'un grâce à l'argent qu'ils donnent. Oui, donc ils sont libres de le faire. Donc, ils le font s'ils veulent. Donc ça, c'est super parce que même des gens qui seraient pas d'accord avec ce système-là, bon, après nous, on attend que quelqu'un propose quelque chose de mieux comme idée. Hein. C'est juste une idée qu'on propose. Peut-être qu'il y a des choses à corriger, peut-être qu'il y a d'autres systèmes encore meilleurs, on n'en sait rien. Mais des gens qui préfèrent le système qu'on a actuellement au bail acquisitif proposé là, s'ils commencent à avoir des arguments... Attends, je disais quoi? J'ai perdu mon train. Je sais pas Ok, où t'es, je là. disais- Je sais pas où t'es Je actuellement. disais... attends, j'ai oublié ce que je voulais dire. Je disais, non, parce que je disais... Parce que il y du avait coup, ils que- auront le choix de garder le logement vide, s'ils veulent. Même s'ils sont pas d'accord avec le fait que... Ça y est, t'es paumé complètement. J'ai littéralement oublié ce que Je peux- j'étais en train de dire. Je peux reprendre si tu veux. J'essayais de dire... Non, je sais que j'essayais de dire que... Je reprends. Il y avait Parce que là, pas de bons arguments. Enfin, l'argument de l'intérêt... on a perdu cette personne. je sais pas ce qui s'est passé. Ouais, vas-y, continue. Je retrouverai. Ouais, moi je voulais dire que la plupart de ce qui est proposé dans le cadre du bail acquisitif, en fait, c'est des trucs qui sont proposés déjà actuellement pour les entreprises. Une entreprise, on peut déjà avoir des parts pour une entreprise, c'est-à-dire il peut y avoir plusieurs personnes qui ont des parts dans une entreprise. Mhm. Donc le fait que quelqu'un est en train de racheter les parts de la maison, tout le monde me dit oui mais c'est compliqué ça. Parce qu'on ne saura pas qui possède la maison et tout. Si, on a déjà des conseils d'administration. Oui, ça veut dire que c'est pas un fonctionnement qui est complètement inexistant, Non, qu'on crée de zéro. On a déjà ces fonctionnements-là. On le trouve déjà normal dans des contextes Voilà. autres. Donc oui. Et donc une personne qui partirait de l'appartement, elle aurait juste des parts dans cet immeuble. Elle aurait des parts dans cette maison. Oui. Donc elle peut partir sans vraiment... elle s'engage pas quand elle commence le rachat des parts comme ça et tout. Donc elle peut partir comme ça. Et la personne qui du coup... on est sur un stade où la personne décide de ne pas loger de gens dedans, parce que c'était ça la question. Bah là, comme dans une entreprise, un directeur qui mène à la faillite l'entreprise, qui ne n'utilise pas l'entreprise pour la rendre rentable, actuellement, tu peux porter plainte en tant qu'actionnaire. Donc là, on peut porter plainte pour dire vous avez quelque chose que vous pouvez mettre quelqu'un dedans et gagner de la valeur, et non pas de l'argent pour le coup, de la valeur, le fait de loger quelqu'un, et vous le faites pas. Donc vous êtes coupable de quelque chose à ce moment-là, tu vois. Je vois. Comme une entreprise. Je vois. Réponse intéressante, du coup. Question intéressante, réponse intéressante. Ça nous permet de parler un petit peu du bail acquisitif, qui est un système, moi, qui me donne beaucoup d'espoir, personnellement. Hein. Je vois que vous posez des questions dans le chat. N'hésitez pas à les poser en faisant un don pour le rendez-nous. Et on y répondra dans ce segment. C'est ce qui permet on espère, à terme, de rendre ce podcast viable. Et on vous en est très reconnaissant, les gens qui décident de faire des dons pour ce contenu. Merci beaucoup pour les questions et dons. Et on passe du coup à la prochaine question. Alors, la démo. Donc, ça, c'est une autre question qui a été posée. Vas-y. J'espère que déjà la réponse sur le bail acquisitif vous a été satisfaisante. Moi, ça m'a satisfait. Prochaine question. Oui, d'ailleurs, sur le bail acquisitif. Je vais faire la blague où je commence 3 fois et à chaque fois je m'interromps moi-même. Vas-y. Sur le bail acquisitif. Moi, j'ai complètement oublié ce que je voulais dire à un moment. J'ai un PDF. Ah oui, t'as un livret. Avec plein de réponses sur ce genre de questions. J'ai commencé à le faire relire et les personnes qui l'ont relu m'ont trashé, m'ont dit personne va lire ça, c'est
c'est illisible. Il n'y a pas assez Il d'images. n'y a pas d'image. Et je voulais sortir le PDF et malheureusement, je suis complètement d'accord avec ce qu'ils ont dit. Donc, le PDF est reporté jusqu'à ce qu'il y ait des belles images. Mais quand il sortira, il y aura un PDF magnifique. Il sera très joli. Vous serez pas Mais ouais, prêts du pour coup, ce PDF. vous aurez plein d'infos là-dessus. Nouvelle question. La démocratie est souvent comprise comme le choix de la majorité. Quelle est votre définition de la démocratie et quel mécanisme démocratique proposez-vous pour empêcher que par référendum, 95% de la population s'accorde pour faire souffrir 5%? Ok, bonne question. Une question bien posée. Bien posé la question, je vois exactement le... Et je suis content de moi la poser, comme sujet. ça c'est toi qui dois y répondre. Alors moi déjà, il y a un truc. Je pense que quand on conçoit l'implémentation, parce que la démocratie, c'est quoi? La démocratie, c'est un idéal, c'est un concept abstrait de dire le pouvoir doit revenir au peuple tout entier, qui doit l'exercer collectivement, parce qu'en fait, les décisions politiques à l'échelle d'une société s'appliquent sur tout le monde. Il n'y a personne qui est étranger aux impacts des décisions politiques prises dans un pays, dans un territoire, n'importe quelle société humaine. Et donc, on dit que vu que tout le monde subit les décisions, tout le monde doit pouvoir y participer. Et c'est comme ça qu'on tendra vers des décisions qui prennent en compte les intérêts de tout le monde, une moyenne des intérêts de tout le monde, l'intérêt général. Et moi, je suis d'accord avec ce principe et je suis démocrate personnellement. Mais c'est un idéal. Et donc ensuite, la question se pose de comment on l'implémente, comment est-ce que dans des institutions, on conçoit, on design un système qui permet d'aller vers ça le plus possible. Moi, je pense que dans la conception du système, c'est très important dans la démocratie d'avoir des étapes pour que les gens qui prennent les décisions démocratiques soient le plus informés possible, le plus confrontés à des points de vue différents possible. Donc ça veut dire que le débat, pour moi, le débat est central dans un système démocratique. Ça veut dire, par exemple, je cringe, j'aime pas le fait que aujourd'hui on dit, il y a tout un tas de personnes qui peuvent aller voter à l'élection présidentielle et techniquement qui n'ont pas entendu les débats, les discussions, les confrontations des programmes, les choses comme ça. Et c'est très bien d'aller voter, il faut que tout le monde aille voter, etc. Mais c'est un problème que ça soit possible techniquement de ne pas être informé parce que systémiquement, on n'a pas des médias gratuits, facilement accessibles, de haute qualité. Enfin, il y en a certains, mais pas suffisamment. Et il n'y a pas assez dans le processus, à mon avis, de débat citoyen où les gens échangent et tout. Donc après, bon, ça c'est un principe. Donc moi je dis le débat. Et pourquoi ça répond à ta question? Parce que je pense qu'avec plus d'implémentation de ce débat-là, de correctement informer et mettre les gens face à des points de vue différents et du débat, et même qui participent à des débats, ça améliore largement les décisions, à mon avis, des citoyens. Donc ça réduit largement les chances qu'il y ait un truc du style 95% des gens fassent souffrir 5%. Je sais pas, moi, par exemple, ça me fait penser à, par exemple, la question des personnes trans, qui sont quand même systémiquement opprimées dans la société actuelle par un tas de problèmes encore en place. Et on pourrait dire que, oui, les 95%, je sais pas c'est quoi le ratio exact, mais peut-être c'est 95,5, mais peut-être que les personnes cis, collectivement, vont pas prendre en compte les intérêts de ces personnes-là. Mais si les médias informent correctement les gens, c'est-à-dire qu'on a des médias, on réforme totalement les médias pour qu'il y ait des trucs de bien meilleure qualité, qu'il y ait de la déontologie enforcée de façon très claire pour qu'il ne puisse pas y avoir des campagnes de désinformation, d'attaque, de stigmatisation, comme le fait souvent des camps politiques réactionnaires, des choses comme ça. Déjà, ça, on va largement dans le bon sens et on réduit les chances que des décisions soient prises qui vont désavantager une minorité. Mais aussi, voilà, le fait de débattre. Et je me souviens, on avait eu cette discussion à un moment. Toi, t'avais proposé, juste une idée comme ça, que les citoyens pourraient être mis dans des petits groupes et débattre entre eux, et ça pourrait les faire sortir d'idées et tout. Est-ce que non, t'es plus très chaud pour ça? J'ai pas trouvé de moyen pour l'appliquer proprement. Ok, bon, bref. Mais je finis juste un truc, c'est que en fait, je dis tout ça parce que
l'alternative à Vas-y, dire... reprends la parole si tu veux. Arrête. L'alternative à dire... C'est quoi l'autre option au lieu de dire, bon, on va totalement, on va dire, on fait la démocratie à 1000%, les gens prendront des décisions dans leurs intérêts le plus possible, bien informés, machin. L'autre truc, c'est, si on a encore peur qu'il y ait des problèmes, c'est de dire, on fait une liste de principes fondamentaux qui ne peuvent pas être remis en question, même par la démocratie, et donc, c'est une démocratie qui est, en quelque sorte... limité, tu vois. Par exemple, on dit la peine de mort, on peut pas faire un référendum d'initiative citoyenne sur la peine de mort. En fait, il faut distinguer qu'il y a des lois et il y a la structure elle-même dans laquelle on discute la loi. Et la structure elle-même dans laquelle on discute la loi, c'est la Constitution qui décide de comment ça fonctionne. Et moi, je trouve c'est important d'avoir la différenciation entre la Constitution et les lois elles-mêmes, parce que la Constitution, c'est quelque chose sur lequel on se met tous d'accord, et les règles du jeu elles-mêmes sont des choses sur lesquelles on se met tous d'accord. Oui. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que les règles qui sont dans la Constitution ne sont pas des lois qui ont un impact applicable dans la vie de tous les jours. Il n'y a pas dans la Constitution quelque chose qui nous, citoyens, pouvons utiliser pour nous défendre. On ne peut pas dire, oui, mais dans la Constitution, il y a marqué ça. Non, il faut qu'on utilise la Constitution pour voter des lois qui vont nous permettre d'avoir les protections, Et du coup, ça limite les lois parce que les lois doivent rester conformes à la Constitution. Voilà, la Constitution elle-même, du coup, ne parle pas de sujets de la vie de tous les jours, elle parle de comment on fait les lois et comment on s'organise en société, et comment on crée le système de gouvernance. Et dans la Constitution, pour répondre à la question précise de l'auditeur, l'auditrice, comment est-ce qu'on empêche par référendum que 95% de la population s'accorde pour faire souffrir 5%? En fait, on peut tous se mettre d'accord dans le cadre constitutionnel. On peut tous se mettre d'accord qu'on ne veut pas que en prenant pour raison, mince, j'ai du mal à l'exprimer, en prenant comme argument quelque chose qui identifie une population, on puisse appliquer à cette population-là des règles différentes du reste de la population. Et en fait, quand vous faites une loi qui, par exemple, est raciste, ou qui, par exemple, est sexiste, ou qui, par exemple, il y a une loi qui n'existe pas, et qui, de fait qu'elle n'existe pas, fait que la société, pour les handicapés, par exemple, est injuste. En fait, dans ces cas de figure-là, oui, il y a une minorité qui, en face de la grande majorité, est dans une situation d'infériorité et peut se faire battre si on fait un vote sur est-ce que cette population-là a le droit à autant que les autres. Mais quand on revient dans l'abstrait, quand on remonte un peu d'un niveau et qu'on parle du cadre lui-même, vous avez vous-même plein de spécificités qui font de vous que vous faites partie d'une minorité. Pas forcément une minorité qui est attaquée. Ouais, je suis parti des gamers. D'accord ? Je suis oppressé. Mais du coup, vous pouvez être visé par une de vos spécificités. Et du coup, tout le monde est en capacité de comprendre que le fait de viser par rapport à des spécificités, par rapport à des caractéristiques, sans aucune raison valable, de viser une population pour lui donner des règles différentes, ça, intrinsèquement, on est tous d'accord que c'est une mauvaise chose. Puisque dans notre intérêt personnel, ça pourrait nous arriver. On pourrait se retrouver dans la situation où nous, on est visé par une loi qui nous est oppressive. Je suis d'accord avec toi. Et du coup, une fois qu'on s'est tous mis d'accord sur le fait que c'était pas bien qu'une loi soit faite sous ce cadre-là, une fois qu'on va discuter des lois elles-mêmes, on a juste à dire oui, mais attendez, on s'était tous mis d'accord sur le fait que si on ne faisait pas des lois qui visaient une caractéristique précise. Ouais, je suis d'accord avec toi, mais j'ai une question. Est-ce que ce principe dans la Constitution... Mais du coup, démocratiquement, on peut tous s'accorder que c'est une mauvaise chose de viser 5%. C'est juste, c'est pas 5% spécifique. C'est en règle générale. Et du coup... Ouais, mais est-ce que cette règle, au niveau constitutionnel, elle peut être remise en cause par la démocratie ? Bah, c'est démocratiquement qu'on vote la Constitution. Donc une fois qu'elle est votée, la Constitution... Donc si il tout faudrait d'un coup, la changer. Et du coup, il faudrait que tout le monde soit d'accord pour la changer. Imagine qu'il y a un mouvement réactionnaire dans ta société et que tout d'un coup, il y a 60% de la population qui commence à être d'accord pour opprimer 5%.
mais et du qui coup, commence et imagine qu'il y a un mécanisme démocratique du style référendum d'initiative citoyenne. Mais imagine qu'ils en déclenchent un pour dire on remet en question ce truc-là. J'ai de forts doutes qu'on arrive dans un cadre. Déjà, s'ils veulent prendre le pouvoir et s'il y a une majorité de la population qui veulent prendre le pouvoir et s'en foutent de la Constitution, il n'y a pas besoin d'une élection. Bah si, parce qu'il y a l'État. Non, t'as pas compris. S'il y a une majorité de la population qui veut s'en foutre de la Constitution, ils n'ont pas besoin d'une élection. Ça y est, ils sont au pouvoir. Ils vont s'en foutre de l'élection. Ils sont déjà. Enfin, ce qu'il faut comprendre, c'est que en fait, les 60%, les 60% dont tu parles, je suis pas sûr qu'ils puissent se réunir, puisqu'il faudrait que ce soit 60% de personnes qui n'aient pas pour risque de tomber dans une minorité, puisque ça serait des lois qui pourraient être votées contre eux aussi. Parfois, l'idéologie va loin. Les gens sont. Après, non, moi, globalement, je pense que c'est très improbable si on a des bonnes. En tout cas, on pourrait débattre avec ces personnes. Moi, je pourrais les convaincre que c'est pas une bonne idée d'enlever cette loi dans la Constitution. Après, moi, ce que je réponds aussi, in fine, aux gens qui disent oui, mais du coup, la démocratie, il y a le risque que y ait 95% qui oppriment 5% ou 60% qui suppriment la démocratie, etc. Oui, au bout d'un moment, genre, on est des sociétés humaines imparfaites. Les humains sont capables du meilleur comme du pire, sont capables de massacres, de guerres, etc., etc. Donc, il n'y a aucune forme d'institution. Si au bout d'un moment, si vous dites ouais, mais il y a une majorité de gens qui veulent opprimer 5%, en fait, au bout d'un moment, vous répondez à votre question dans les prémices de votre raisonnement. Parce que si de base, vous partez d'une situation où l'immense majorité de la population veut opprimer une petite minorité, bah en fait, ça va se faire, tu vois. Peu importe les... Non, ça c'est faux. Bah, c'est ce que tu as dit. Tu as dit qu'on est 60% et de toute façon, ils prendront le pouvoir. On est en désaccord là-dessus. Il peut y avoir une majorité de la population, 95% même, qui veut techniquement faire du mal à 5% de la population. Ok. Mais est-ce que ces 95% seront prêts à remettre en question le principe que, à partir de maintenant, on peut faire mal à une minorité? Bah, si c'est pas la même question. De faire une loi qui vise 5% de la population, c'est pas la même question dans la balance que de débloquer un verrou qu'on avait mis en place qui disait qu'à partir de maintenant, les minorités ne peuvent pas être visées par des lois négatives. Dans les 95% dont on parle, il y a plein de gens qui ont des spécificités qui pourraient être visées par des lois futures et qui devront eux-mêmes juger: est-ce que je suis prêt pour aller taper sur ces 5% de moi risquer d'être tapé à l'avenir puisque j'aurai plus cette protection? Est-ce que moi je vais voter pour remettre en question la protection qu'il y a dans la Constitution? Ouais, mais ça serait possible une situation où les gens n'ont pas ce raisonnement. Attends. Par exemple, il y a des femmes qui votent Marine Le Pen qui comptent leur droit à l'IVG. Ça serait possible. Ouais. Moi je suis en train de te dire, c'est un verrou qui permet, même dans une situation où il y a une grande majorité qui veut faire du mal à 5%, que dans cette situation, ils prennent peur. Ils seraient prêts à voter la loi, mais elle est anticonstitutionnelle, mais ils sont pas prêts à remettre en question la Constitution sur ce point-là. Oui, d'accord. Okay. Parce que c'est dangereux pour eux. Ouais, je suis très d'accord qu'il faut mettre un principe comme ça pour minimiser le risque quand tel truc arrive. Ça minimise énormément. Ouais. Parce qu'on a tous des spécificités, on ne se rend pas compte. Et non seulement on a des spécificités personnelles, mais on a aussi des proches. Est-ce que dans ta famille, tu as quelqu'un d'handicapé? Est-ce que dans ta famille, tu as quelqu'un d'homosexuel? Est-ce que dans ta famille, tu as une femme? Tu vois? Et toutes ces personnes-là pourraient être touchées si tu débloques pour une autre population. Par ta haine. Il faudrait vraiment que ce soit des gens qui seraient capables de dire bah moi je suis prêt à ce qu'il arrive tout ça à tous les gens que je connais autour de moi avec la diversité qu'il y a actuellement. Et en fait tu vois bien que le nombre descend énormément. Tu vois, on est passé de oui, un mouvement de foule pourrait motiver 60% à voter pour une loi contre 5%, et là on a un débat politique de mais attendez, est-ce que vous voulez remettre en question le principe qu'on avait mis en place qui est de dire que les minorités sont pas touchées de manière arbitraire? Parce que vous êtes peut-être faites partie d'une minorité, vous connaissez peut-être quelqu'un qui fait partie d'une minorité, et c'est pas la minorité sur laquelle on tape en ce moment, c'est n'importe quelle minorité. Ouais, non, ça minimise carrément, ouais. Je suis d'accord avec toi là-dessus. Ouais. Donc oui, c'est compliqué. De toute façon, la démocratie, il y aura toujours ce côté de oui, tout le monde peut décider d'un coup de tout remettre en question. C'est pour ça que il faut émanciper les gens. Il faut parler de manière claire, essayer d'informer, essayer de partager des bonnes vibes. Oui, parce l'esprit critique doit être encouragé au maximum aussi dans le système. Parce que les politiciens ont souvent eu peur des masses populaires en disant oui, la démocratie,
c'est un élément marketing, mais en fait, est-ce qu'on veut vraiment donner le pouvoir au peuple ? Ils ne savent pas se gouverner eux-mêmes. Et en fait, au fur et à mesure, Ils sont incapables. au fur et à mesure, on se rend compte, en fait, c'est de plus en plus possible. On arrive sur des gens qui sont de plus en plus informés, qui ont l'accès à l'information, qui devant des experts, on leur explique un peu ce qui est en train de se passer, ils peuvent se forger une idée, ils peuvent faire des propositions incroyables, comme on l'avait vu pendant la convention climat. Et en fait, au fur et à mesure, les peurs qui sont sur le fait que, oui, si on met la démocratie, on va allumer un feu, en fait, c'est de moins en moins le cas. Et par contre, je suis d'accord que du coup, il faut proposer des cadres dans lesquels la démocratie puisse se faire de manière beaucoup moins dangereuse que comme on disait tout à l'heure. Moi, j'ai une proposition, par exemple, qui est que pour les élections des députés aux législatives, au lieu que ce soit fait en une fois tous les 5 ans, ce soit pendant tout le mandat, en roulement. Ah, genre chaque semaine, il y a une élection d'un des 500 chaque députés. Semaine, il y a 500 députés, le roulement c'est sur 5 ans, donc ça va être tous les mois, quoi, environ. Attends, une centaine par an. Tous les mois environ. 5 ans, 12 mois, 5 x 12, 60. Ok, bref. Je sais pas. Je suis trop fatigué. Je connais pas. Non, parce que 500, 5 ans, ça fait 100 par an. On dit Il y a 52 semaines, donc c'est 2 par semaine. Un toutes les semaines. Waouh, il peut pas me croire. 2 par semaine. Ok, bref. On fait 2 par semaine. Ouais. Et ça permet qu'il y ait un débat politique constant. On est tout le temps en train de dire cette fois-ci c'est lui qui a été élu. Et selon les actualités qui sont en cours, les gens vont dire oula, je peux pas me permettre de faire ça, on va perdre un siège sinon. Là cette semaine, là maintenant, là tout de suite, pas dans 5 ans. Oui, ça augmenterait beaucoup le débat démocratique, la vitalité. En permanence, on sera en train de parler de politique pour dire ouais non cette fois-ci, cette semaine-là, faudra... Et les gens ils disent oui mais c'est instable et tout. Non, puisque c'est des gens qui vont rester 5 ans en poste. C'est juste que vu que c'est un roulement, on est en train de voter pour des nouvelles personnes tout le temps. Mais du coup, ça permettrait de tout le temps être... Et surtout que les citoyens soient tout le temps avec l'impression, et d'ailleurs physiquement, la possibilité d'agir concrètement sur ce qui est en train de se passer. Dans un mandat... Est-ce qu'il y aurait des gens qui se déplaceraient Non, ils peuvent pas, c'est en fonction de la résidence. Dans un mandat comme le mandat de Macron, d'accord, où les gens ne sont pas d'accord avec ce que fait le président. Ouais. Là, pendant toute la section des retraites, ça a duré 6 mois, les retraites. Je ne te permettrai pas de dire que les gens ne sont pas d'accord. Pendant 6 mois. Les Français adorent. Attends, parce qu'il y a eu 9 sièges qui ont manqué, 9 votes qui ont manqué pour faire motion de censure. Une motion de censure. Ouais. Pendant 6 mois, le peuple aurait, pendant 6 mois, fait passer des sièges d'opposants au gouvernement en place. Attends, j'avoue. Ça veut dire qu'il y aurait eu les 9 sièges. Mais il n'y aurait pas eu 9 sièges, il y aurait carrément 60 personnes. Let's go. Qui auraient été rajoutées. Et le gouvernement aurait eu une pression pour arrêter de faire quelque chose que le peuple ne veut pas. Puisque concrètement, ça lui fait perdre du pouvoir. Puisque tant qu'il continue à faire ce que le peuple ne veut pas, il perd des sièges. Et donc il y a une constante remise en question du pouvoir en place. Quand même, c'est pas très, très difficile à faire ce que je suis en train de dire. Ouais, moi je suis aussi favorable à implémenter du tirage au sort dans des assemblées qui ont du pouvoir, des tirages au sort de citoyens. J'aime bien ce mécanisme-là pour ajouter un petit truc. J'espère qu'on a répondu à la question de façon convenable. Grosse question en vrai. De toute façon, la démocratie et tout, faut en discuter. Il faut discuter ensemble des meilleurs mécanismes et tout. Si on agit de façon stratégique et tout, prochainement, normalement, on aura une opportunité de refaire une constitution de zéro en France. Et là, il faudra parler de tout ça. Hein. Et là, c'est sûr que tout ça, ça va être mis sur la table, quoi. Là, ça va être le débat démocratique va être ouvert. Et nous, on aura des propositions sans doute à faire dans ce contexte-là. Ça sera super. Mais pour ça, il faut peut-être être un peu plus stratégique dans les élections de la 5ème République. Est-ce qu'on a du coup de notre question ou est-ce qu'on a terminé ? Alors, j'ai pas vu d'autres questions. N'oubliez pas que vous pouvez faire des questions si vous écoutez ça en différé et nous y répondrons la semaine prochaine. Et d'ailleurs, on se donne rendez-nous la semaine prochaine. Rendez-nous la semaine prochaine, tout le monde. Ciao ! Ciao, ciao.